France Maghreb 2. À la une en ce jeudi, offensive turque en Syrie, la France peut-elle réellement faire pression sur Erdogan? On en parle dans quelques instants avec Khaled Simohand, avec Sofiane Lakhdari et Yasser Louati. Algérie, la date du 12 décembre approchant, croyez-vous au déroulement de l'élection présidentielle? Ça fait débat et ça fera évidemment débat dans le LGF tout à l'heure avec vous au 01 40 33 9000. Le zapping, sans oublier le quiz en fin d'émission. Voilà ce qui est au programme de ce grand forum en ce jeudi 17 octobre. 16h-18h, le grand forum sur France Maghreb 2. 16h-18h, avec Christophe Fro. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio. C'est jeudi, aujourd'hui nous sommes le 17 octobre. J'espère que vous allez bien. Un beau plateau aujourd'hui que nous vous proposons avec le jeudi, c'est Louati. Comment ça va, Yasser? Très bien, toi, Christophe? Président, toujours fondateur du CJL, Comité Justice et Liberté. Co-fondateur, je n'ai pas la paternité à 100%. Oui, bon, ok, co-fondateur donc du Comité Justice et Liberté pour tous. Ça va? Ça se passe bien? Vous êtes bien attaqué en ce moment? Ouais, toujours les 3 procès en cours et bien sûr, on empêche de tourner en rond, donc on fait notre boulot, c'est bien. Ouais, très bien. Sofiane Lakhdari, ça fait longtemps. Salut mon Sofiane. Salut Christophe, salut Yasser, salut Khaled, salut tout le monde. Khaled Simohand. Bonjour Khaled, bienvenue sur France Maghreb 2. Merci Christophe. Je suis ravi de t'accueillir. Je te cours après depuis un petit moment, il faut le dire, Khaled. Un journaliste parmi les très grands journalistes qui sont discrets mais qui bossent bien. Donc forcément ça doit passer par le LGF, tout ça. Bienvenue mon cher Khaled. Merci Christophe. Tu nous proposeras une chronique tout à l'heure sur l'union du Maghreb par le foot. Absolument. Très bien. À découvrir tout à l'heure, messieurs. Bien entendu. Pour l'heure, c'est la grosse inquiétude de la France qui se passe depuis l'offensive turque vis-à-vis des Kurdes. Emmanuel Macron, le président de la République, a pris la parole. Pour condamner l'offensive turque en Syrie, pour demander qu'elle puisse cesser le plus vite possible et appeler la Turquie à prendre toutes ses responsabilités devant la communauté internationale et l'histoire quand on voit les conséquences que cela conduit à avoir sur le plan humanitaire d'une part et sur le plan géopolitique d'autre part, car en effet, ce conflit est de nature, cette attaque est de nature à aider Daesh à renaître de ses cendres. Et il est tout à fait vrai de dire que pendant des années, la coalition internationale a œuvré sur le terrain en partenariat avec les forces démocratiques syriennes et en particulier en leur sein, à côté d'eux, des combattants qui aujourd'hui se retrouvent face à l'armée turque. Il est important malgré tout de distinguer les situations. Et je ne veux pas ici être trop long et rentrer dans le détail, mais ça a été un des arguments, à mes yeux, fallacieux, utilisés par la Turquie. Mais il y a dans la région nord certaines milices turques qui sont proches du PKK et qui ont un caractère terroriste en Turquie. Mais il y a à côté de ça des combattants qui ne sont pas forcément liés à ces derniers, qui sont liés à des forces d'opposition politique en Syrie qui nous ont aidés sur le combat. Donc il ne faut pas tout mélanger. Nous avons un ennemi, c'est Daesh. Et si nous avons des combattants étrangers qui s'échappent et se remettent du côté de Daesh sur le sol, ils seront combattus comme ils le sont depuis la première heure. Si certains rejoignent le sol irakien, en fonction de la justice irakienne, des choix du gouvernement, ils pourront être judiciarisés en tant qu'ils ont commis des crimes là-bas. Ce qui est déjà le cas de plusieurs de nos ressortissants. Et ce qui est aussi ce que nous devons à la justice irakienne dans le cadre d'un partenariat avec des règles claires que nous avons établies, en particulier pour que soient respectés nos droits sur le plan bilatéral et les éléments de réciprocité, la peine de mort par exemple, n'étant pas reconnue ni en Allemagne ni en France. Enfin, si certains voulaient rejoindre la France, ils n'ont d'autre choix que de passer par la Turquie, où, je le rappelle, nous avons un protocole qui fonctionne depuis plusieurs années et qui conduit les autorités turques à signaler ces personnes et elles sont à chaque fois prises en charge à leur arrivée sur le sol français, emprisonnées et judiciarisées. Voilà le seul cadre dans lequel elles peuvent en quelque sorte sortir des lieux où elles se trouvent. Et donc c'est un sujet que nous suivons de très près sur le terrain, avec nos alliés, avec nos partenaires. C'est évidemment un sujet dont le ministre des Affaires étrangères, à qui j'ai demandé de se rendre dès demain en Irak, parlera aux autorités irakiennes, et que dans le cadre de nos coopérations, aussi avec la Turquie et au niveau européen, nous continuerons de suivre. Mais je veux ici rassurer chacune et chacun, il n'est pas question de voir d'un seul coup ces combattants que vous évoquez arriver sur le sol français comme cela par miracle. Opération de tenter de rassurer d'Emmanuel Macron parce qu'il faut le dire, le Quai d'Orsay, à en croire les mots de Jean-Yves Le Drian hier lors d'une interview chez nos confrères de RMC et BFM TV,
L'heure est grave. Yasser Louati, c'est ce qu'il a déclaré hier. Ils sont très inquiets de cette offensive turque vis-à-vis des Kurdes. De peur, comme l'a rappelé le président, à ce que Daesh renaisse. Faut-il s'en inquiéter? Ouais, bon, faut d'abord que la France arrête d'agir en aval de ce qui se passe au niveau international. Donc, on sait très bien que la Turquie avait un problème avec sa frontière, avec la Syrie, et des milices qui attaquaient depuis le territoire nord-syrien vers la Turquie. Donc, ça fait des années que c'était dénoncé. Pas grand-chose n'a été fait. Donc, maintenant, Erdogan, dans un souci de rassurer son opinion et sa base, a lancé l'offensive, comme d'autres présidents l'ont fait, y compris français ou américains. Quand on a un souci de politique intérieure, on s'engage sur la politique internationale. Vous allez voir ce que vous allez voir, et on entre et on déclenche une offensive. Donc maintenant, sauf que le PKK, jusqu'à preuve du contraire, est quand même déclaré, reconnu comme organisation terroriste. Donc ça, on l'oublie souvent. C'est qu'il est aussi souvent soutenu par une large frange de la gauche française qui verse dans une espèce d'angélisme, soi-disant parce que le PKK serait une espèce de défenseur du marxisme ou du communisme sur place et serait au service des pauvres et des opprimés. Sauf que maintenant, l'argument avancé par la Turquie est presque imparable, c'est de dire nous avons le droit de sécuriser notre frontière. Ouais. Et que pour eux, il suffirait, il s'agit là d'empêcher toute tentative d'avoir un territoire autonome soutenu par les Occidentaux au nord de la Syrie, mais surtout pour la Turquie d'avoir ce corridor qui empêche l'émergence d'un territoire, on va dire entre guillemets renégat, même si le terme ne s'applique pas, pour pouvoir dire voilà, nous avons notre souveraineté n'a pas été attaquée ou n'est plus attaquable depuis le nord de la Syrie. Est-ce que ça va marcher? Ça, on n'en sait rien pour le moment. Par contre, les morts civils, ils sont là, les déplacés sont là. Erdogan, on sait très bien que son virage répressif n'est plus à démontrer, voire qu'il a versé dans l'autoritarisme, mais que la France vienne maintenant se positionner en donneur de leçons après avoir laissé pourrir la situation. Mais ils sont inquiets, la France, Yasser. Oui, ils sont inquiets officiellement, mais c'est pertinemment. Ils ont des raisons ou pas d'y être inquiets? Bien sûr qu'il y a toujours des raisons quand on a un groupe terroriste qui est soi-disant en décrépitude et qui peut émerger et qu'on a des combattants sur place qui peuvent se retrouver et faire cause commune avec ceux qui veulent repousser un assaillant de part et d'autre. Oui, il y a des raisons de s'inquiéter. Sauf que c'est pas on s'inquiète en aval, alors qu'en amont, on a laissé la situation pourrir à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Ouais. Et après, on vient se positionner en donneur de leçons. Mais si Erdogan vous dit j'ai le droit de sécuriser ma frontière, qu'est-ce que vous lui répondez? Sofiane, il y a Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui est parti effectivement en Irak ce matin à la demande de Emmanuel Macron. Il a rencontré ses homologues et après cette rencontre, il se dit inquiet justement que Daesh puisse renaître, y compris d'ailleurs en Irak. Donc la situation est grave. Moi, je partage l'inquiétude du pouvoir français parce que il se retrouve aujourd'hui en dehors d'un accord qui a été trouvé entre les Russes et les Américains et par conséquent entre les Turcs et les Iraniens. Ouais. Alors maintenant, ils ont pas les. Tu veux dire qu'ils sont hors jeu, quoi? Ils sont hors jeu complètement. Et c'est une défaite finale de cette guerre après des défaites dans plusieurs batailles. Là où ils arrivent à la fin, où ils sont hors jeu. C'est-à-dire ils se sont appuyés en sous-traitance depuis le début de ce conflit syrien. Ils se sont appuyés sur les forces kurdes afin de faire tomber. Ils se sont appuyés sur des forces, l'armée syrienne libre avec les différentes factions, Al-Nusra, Jabhat al-Jaysh al-Islam, qui faisaient du bon boulot pour reprendre les propos de Fabius. Fabius, ils se sont appuyés pour faire tomber Bachar el-Assad. Quand ils ont échoué, ils se sont appuyés sur le nord-est syrien, à l'est de l'Euphrate, sur les forces kurdes. Après, ils se sont appuyés sur les forces kurdes afin de combattre Daesh, afin d'avoir le monopole de certaines richesses, parce qu'il faut savoir que c'est le nord-est, c'est la zone la plus riche de Syrie. C'est là où il y a les puits de pétrole, c'est là où il y a l'indépendance alimentaire, etc., au niveau des céréales, au niveau du coton, etc. Et aujourd'hui, ils se retrouvent lâchés par les Américains suite à un tweet de Donald Trump, sauf qu'il faut rappeler que Donald Trump, au mois de décembre 2018, il avait signalé qu'il voulait quitter, et suite à une pression israélienne et de ces pétromonarchies qui ont pris en charge le quotidien de ces soldats américains. Aujourd'hui, les Américains ont décidé de sortir, mais je pense que l'intervention turque est en parfaite coordination avec les Américains, autrement et par conséquent avec les Russes. Je rappelle les propos de Jean-Yves Le Drian, Khaled, hier chez nos confrères de RMC. Il dit de la Turquie, d'Erdogan, qu'ils sont hors jeu. Que la Turquie est hors jeu? Oui, la Turquie est hors jeu. Selon lui, évidemment. Et moi, je pense que c'est surtout la France qui est hors jeu. C'est-à-dire que la dernière zone d'influence qui lui reste dans le monde, c'est l'Afrique subsaharienne.
C'est pas la totalité de l'Afrique subsaharienne, il s'agit juste de l'Afrique de l'Ouest. Mais ça fait très longtemps qu'ils sont hors jeu en Asie, au Moyen-Orient. Alors on comprend que Macron a essayé de faire ce que Poutine a fait quand les États-Unis se sont désengagés du Moyen-Orient, pas à l'arrivée de Poutine, pas à l'arrivée de Trump, mais à l'arrivée d'Obama. Obama s'est désengagé du Moyen-Orient, il s'est lavé les mains de tout ce qui se passait dans cette région, en laissant peut-être quelques soldats par-ci par-là, mais ça n'avait plus rien à voir avec la politique étrangère qui avait été menée par tous les présidents précédents, qu'il s'agisse de Clinton, de Bush, père ou fils. Ouais. Donc dire que la Turquie est hors jeu, non. Elle met le pied en Syrie. Elle a une très longue frontière. Elle a plusieurs centaines de kilomètres, 700 kilomètres de frontière avec la Syrie. Elle a sur son sol Un pays que tu connais bien, Khaled, hein? Oui, j'ai vécu. Voilà. J'ai eu le bonheur d'y vivre avant le déclenchement de ce soulèvement qui s'est mué en guerre civile. Enfin, qui s'est mué en guerre. J'ai pas envie de dire guerre civile, plutôt de guerre contre les civils. Mais voilà, c'est-à-dire que la Turquie a des arguments à faire valoir. Elle a entre 3 et 4 millions de réfugiés syriens sur son sol. Ce qui est pas rien quand même, hein. Ce qui n'est pas rien, ce qui est le plus fort contingent. Ouais. Peut-être avec le Liban, parce que le Liban, c'est Oui, un petit et la pays de 4 Jordanie. millions d'habitants avec 1 million de réfugiés syriens. Ça ne compte pas en plus la totalité des réfugiés, parce que dans le décompte, je parle pas des Afghans, je parle pas des Irakiens, je parle pas des Ouïghours, je ne parle pas des Palestiniens. Je sais pas si c'est une grande population, une grande population en Turquie. Non, Liban. Mais en tout cas, voilà, la Turquie a des arguments à faire valoir. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Yasser. Elle a un problème avec le PKK et avec le PYD. Et puis par ailleurs, de manière plus générale, moi j'ai un petit peu de mal à comprendre. J'ai l'impression qu'en France, il y a 2 sujets qui font consensus absolu. C'est quoi? Dans l'opinion, c'est les musulmans. Oui, ça, on a remarqué. Ok. Et les Kurdes. Oui. Et les Kurdes, parce que là, il faut quand même s'étonner de voir un tel consensus des confins de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite du Rassemblement national. Il y a un consensus absolu pour soutenir la cause kurde. Et moi, j'ai du mal. Ils sont pas venus aider les Américains en 40. C'est ce qu'a rappelé, en 44, pardon. C'est ce qu'a rappelé Donald Trump. Oui, en plus, c'est faux, paraît-il. Donc. Oui. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai du mal, si vous voulez, à comprendre. C'est un peu rhétorique. Je comprends, en fait, les mécanismes qui conduisent à cette compassion et à cette indignation sélective. Parce que je rappelle que, voilà, il y a eu des cris d'orfraie qui ont été poussés par tout le monde sur l'invasion militaire turque. Qu'en est-il de des bases militaires russes sur place? Qu'en est-il des bombardements? Je veux dire, on bombarde dans la région d'Idlib depuis je sais pas combien de temps maintenant. On bombarde des hôpitaux, on bombarde des centres de santé. Et puis Poutine n'a aucune gêne, absolument aucune gêne à le reconnaître. Il dit pas, c'est pas vrai. Des hôpitaux ont été bombardés. On a utilisé, je sais pas combien. Qui a été l'hôpital de Manbij qui a été bombardé au lendemain de l'attaque du Bataclan. 200 morts. Je veux dire, par la France. Tu vois. Par la France. Voilà. Donc j'ai du mal à comprendre cette indignation sélective. Si c'était il y a 5 ans. Non, en l'occurrence, ces bombardements, ils ont encore lieu aujourd'hui dans la région d'Idlib. Mais qu'est-ce qui se passe là, le problème, qu'on puisse exprimer une telle indignation sélective? Là, pour une fois, pour rebondir sur ce que vient de dire Khaled, c'est qu'on assiste à un conflit au sein même de l'OTAN. On parle de la Turquie, c'est un membre permanent de l'OTAN. Commandement intégré avec les Américains et les Français. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec l'intervention turque, les forces spéciales françaises, britanniques et américaines sont dans l'obligation de quitter pour éviter une confrontation. C'est-à-dire, il fait le travail de la Russie, en quelque sorte. Et on voit bien aujourd'hui que les forces kurdes, la première chose qu'ils ont fait appel à l'État syrien, au pouvoir central de Damas, avec l'arrivée de l'armée arabe syrienne qui a pris aujourd'hui une ville stratégique qui est Kobané, Ain al-Arab, ce qui est à la frontière turque. Et aujourd'hui, on va voir beaucoup d'autres villes où ils vont avoir le drapeau syrien au sein de ces villes, par l'Hasaka ou le Qamishli, etc. Aujourd'hui, dire que c'est un conflit au sein même de l'OTAN. La Russie, elle est hors jeu. La Russie a fait partie d'un autre camp. Elle a défendu le pouvoir central syrien quand il a senti qu'il était en difficulté après une coalition faite par les pétromonarchies, par les pays de l'OTAN, afin de faire tomber Bachar al-Assad. C'était l'objectif numéro 1. Il y a eu un soulèvement un peu différent sur
sur le début de cette guerre, mais à la fin, on a vu pas mal de groupes terroristes faire alliance avec l'OTAN, avec l'armée de l'OTAN qui bombardait, eux qui avançaient, les forces kurdes de l'autre côté. Aujourd'hui, si vous me posez la question qui est gagnant de cette guerre, qui est gagnant de cette dernière bataille, c'est bien le pouvoir central et Bachar el-Assad. Parce qu'aujourd'hui, les 31% qui ont été perdus du pouvoir central syrien sont en train de les récupérer. Les forces étrangères qui n'étaient pas arrivées avec une demande du pouvoir central, au contraire, ils ont pris point dans des villes stratégiques où il y a des puits de pétrole, ils sont en train de les quitter, et l'intervention de la Turquie pourra et va finir inévitablement par un accord, revenir aux accords d'Adana qui consistait à la sécurisation de la frontière syro-turque, c'est-à-dire les accords de 98 où ils permettaient aux forces turques d'intervenir à 10 km en profondeur. Et quand on voit le discours de Erdogan, il n'est pas du tout agressif envers la Syrie, au contraire, et aujourd'hui la preuve en est, c'est qu'il y a un groupe de sécuritaires syro-turcs qui sont en négociation à Moscou sous l'aval de Poutine. C'est-à-dire, moi, si j'ai à résumer, c'est-à-dire on assiste à la dernière bataille de cette guerre qui va finir par la reprise totale de le pouvoir syrien de son territoire, vraiment en vérité l'accord syro-turc qui va être réactivé, c'est l'accord d'Adana 98, et sous l'égide de la Russie et des Américains, avec l'absence totale de la France et de la Grande-Bretagne. Oui, donc en fait, c'est-à-dire ces frontières, ça explique qui ont la été France qui est hors jeu, hors jeu avec les Britanniques qui ont bien compris, qui ont commencé à se restituer au niveau géopolitique avec le Brexit et tout ce qui s'ensuit. Je rappelle la question aujourd'hui à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, l'offensive turque en Syrie. La France peut-elle réellement faire pression sur Erdogan? C'est la question que l'on vous pose. Vous êtes 91% à dire non. Sur Facebook, 91% Yasser à dire non, la France ne peut absolument pas faire aucune pression. La réponse est même sur Erdogan qui fanfaronne quand même, messieurs, non? Il fanfaronne quand même. Mais en position de force, hein. Oui, mais quand même, il fanfaronne beaucoup. Hier, quand il fait il sort des grandes gâteries sur Israël, et pourtant ça l'empêche pas de dealer avec eux. Mais il est dans son rôle. Ouais. Il est dans son rôle. Il a raison de fanfaronner? Raison, non, mais il est dans son rôle. Dans l'affaire Khashoggi, par exemple, il a été. Oui, vous allez voir, on va faire fuiter. Voilà, c'est ça. Il a sorti les muscles et puis finalement après il s'est couché, quoi. Et puis rien du tout. Il s'est pas couché, Christophe. Non, pourquoi dire ça? Non, il s'est retenu. Il s'est pas couché. Par contre, il s'est couché par rapport aux Ouïghours. Là-dessus, il s'est couché, tu vois. Ouais. Mais sur l'affaire Khashoggi, non, c'est que pendant un moment, il a tenu en haleine tout le monde en disant oui, on va faire fuiter les enregistrements audio. Ben ça fait pchit, il n'y a rien eu du tout. Bien sûr que si, ils ont été. Les enregistrements audio à l'intérieur de l'ambassade. Divulgués. À l'intérieur de l'ambassade? Enfin, moi, ils ont fuité partout. Non, on voit pas la décapitation. Non, ils ont été par caméra, il y a des micros. Oui, mais les enregistrements audio ont été partagés avec les CIA et le renseignement français et allemand, mais ils n'ont jamais été rendus publics. Il n'y a jamais eu de transcription par le Washington Post, par exemple, dans les dernières semaines. Mais c'est quand même passé par le renseignement des pays respectifs. Ça n'a jamais été nous, ce qu'il dit, c'est carrément, voilà, via le média turc qui s'occupait de faire le relais des révélations. C'est même pas non, c'était encore un autre, je m'en souviens plus le nom. Même pas encore un autre, il avait vraiment un nom turc. C'est ces médias-là qui s'occupaient de faire le relais des révélations. Mais les enregistrements audio, eux, n'ont jamais fuité au grand public. On a eu le retranscription partielle en passant par les renseignements respectifs. Mais donc nous, on est resté sur notre fin. Parce que surtout moi qui me suis beaucoup intéressé à la question de Khashoggi, via le CJL et les droits de la presse, on n'a rien eu du tout, malheureusement. Alors, l'inquiétude de la France, on va le dire clairement, c'est justement ces personnes, ces Français qu'on a laissé partir. Hein. Excusez-moi de le dire ainsi. On a même incité à partir. On les a incités. Parce que je rappelle une chose. Pardon, Yasser, je rappelle une chose importante. C'est que pendant 2 ans, lorsque vous étiez mineur, vous pouviez quitter le territoire sans aucune autorisation parentale. D'accord? Ça, c'était en 2012. Avec Manuel Valls. Ça a été remis en action en 2015. C'est-à-dire que pendant 3 ans, à peine 3 ans dans ce pays, on pouvait être mineur et quitter le territoire sans aucune autorisation parentale. Quand vous entendiez le ministre des Affaires étrangères, monsieur Laurent Fabius, qui disait « El Nosra fait du bon boulot en Syrie », il disait également que Bachar el-Assad ne mérite pas de vivre. Ce sont toutes ces choses qui ont fait Khaled que tous ces Français sont partis aujourd'hui. Et aujourd'hui, on s'inquiète de leur retour et de leur intention concernant leur retour. Je suis pas d'accord, Christophe. Mais t'as raison de ne pas être d'accord. Tu peux le faire valoir, mais c'est les faits, et les faits sont têtus, Khaled.
C'est pour lesquels. Non, enfin, là en l'occurrence, c'est pas les faits, c'est une interprétation des faits. C'est-à-dire que c'est pas. T'as le droit de penser que c'est Laurent Fabius qui est à l'origine de Il les a pas empêchés quand même, Khaled. Tu vois, ce mouvement de migration vers la Syrie. Oui, ils les ont certes pas empêchés. Mais je rappelle que déjà, quand les rebelles ont pris les armes à l'été 2011. Il n'y avait pas encore d'organisation d'organisation armée de coloration, on va dire, islamiste. Ça arrivait, on va dire, un petit peu plus tard. Et quand bien même, et là en l'occurrence ça n'engage que moi, c'est pas parce qu'ils ont des barbes et qui s'appellent Abu Mohammed ou Abu Fatima que ça suffit pour les taxer terroristes. De la même manière que je risque de me retrouver avec une fiche S en tenant ce genre de propos. Mais Jabhat al-Nusra, c'est une organisation certes qui a fait allégeance à Al-Qaïda pour des raisons, on va dire, strictement stratégiques, qui lui a permis de voir arriver l'afflux d'un certain nombre de combattants, d'avoir de l'argent, etc. Et d'avoir une légitimité sur le terrain. D'avoir une légitimité. Il n'en demeure pas moins que c'était une organisation qui a lutté, qui était une organisation d'ailleurs d'un point de vue militaire efficace contre le régime. Et c'est certainement pas moi qui les traiterai de terroristes. Maintenant, ça s'appelle la Harar al-Sham. Donc, quant à la déclaration de Fabius qui dit Jabhat al-Nusra fait du bon boulot, oui, pour tout un certain nombre de rebelles, ils ont fait du bon boulot. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à tenir leur position, ils ont réussi à conquérir certains territoires qui étaient tenus par les forces du régime de Bachar al-Assad. Donc j'ai quand même une propension à penser que il y a un parfum un peu de complotisme ou de conspirationnisme à imaginer qu'en fait c'est la France qui serait à l'origine d'une partie de la déstabilisation de ce pays. Je pense pas. Je pense que par contre, la France a eu un rôle mineur. Il y a eu incitation au départ et malgré les avertissements, et je me réfère aux travaux de Vincent Nozy dans son livre comment ça s'appelle, Erreur fatale. Donc il y a eu quand même eu des inquiétudes sur tous ces départs massifs. Et ces départs-là ont été encouragés. Et en in fine, ce qui était dit, c'est que on préfère s'en débarrasser que de les garder ici. Ce problème, c'est encore une fois, quand on a des technocrates qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ces gens-là qui partent, certes, une partie va mourir, c'était le pari qui a été fait, mais aussi une partie qui va survivre et revenir. Je sais que Sofiane Lakhdari bouillonne. Il est pas content. Moi, pour dire que Al-Qaïda n'est pas terroriste... Bouge pas, mon Sofiane. Bouge pas. Bon. Juste après la pub. Pourquoi justement, tu n'es pas d'accord. On le saura dans un instant. À suivre aussi la chronique de Khaled Silmohand, l'union du Maghreb arabe par le foot. Ah ouais, Khaled, tu vas voir. Il est pas content, Sofiane. Il va le faire voir tout de suite. Ah, si, t'es pas content, à tout de suite. Quel succès. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec Yasser Louati, le cofondateur du CJL, avec Sofiane Lakhdari et Khaled Silmohand. Khaled al-Nusra. Ouais, Christophe, alors je vais pas... Non, mais attendez, attendez, Khaled. Al-Nusra fait partie des organisations terroristes, quand même. Alors, pour éviter de passer pour un suppôt d'Al-Qaïda ou de toute... Ce qui n'est pas ton cas, rassure-nous. Non, c'est pas mon cas. Non, rassurez-vous. Je voulais effectivement revenir sur les propos que j'ai pu tenir tout à l'heure et que j'ai essayé, en fait, tout simplement d'introduire une nuance qui consiste à dire que ce n'est pas parce que quelqu'un porte une barbe et parfois même qu'il porte une arme, parce que dans un contexte comme celui de la Tchétchénie, où j'insiste, même en Syrie, c'est pas nécessairement un terroriste. Alors tout dépend, je veux dire, à quelle terminologie ou à quel lexique on se soumet, mais c'était mon propos. Maintenant, Jabhat al-Nusra a commis des crimes contre des civils, Daesh a commis des crimes contre les civils, même si je tiens quand même à le dire, et il ne s'agit pas ici de minimiser comment dire, certaines de leurs orientations durant cette guerre. Il n'y a aucun des groupes armés en Syrie dont on peut comparer l'ampleur des désastres
dont l'ampleur des désastres est comparable à celui qui a été administré par le régime de Bachar al-Assad avec ses alliés, les Russes et les Iraniens, et tout un certain nombre de milices qui ont été amenées d'Irak ou d'Afghanistan ou du Pakistan. Voilà. Je sais que Sofiane n'est pas d'accord avec ça. Non, moi j'ai pas envie. Si, bah dis-le, t'es pas J'ai pas d'accord. envie de polémiquer sur le. On a parlé depuis 2011 sur la guerre en Syrie. Voilà, moi personnellement, je pense que voilà, on parle de l'invasion turque ou de l'intervention turque en Syrie, des conséquences qui risquent d'y avoir. J'ai pas envie de polémiquer parce qu'on se mettra jamais d'accord sur. Khaled, il vivait en Syrie, il a d'autres données que moi je n'ai pas. Et en même temps, moi j'ai défendu le pouvoir syrien représenté par l'armée et par Bachar el-Assad contre les fondamentalistes qui voulaient créer un État islamique, qui voulaient détruire la Syrie pour l'anéantir complètement et mettre hors de Syrie toutes les minorités. Dieu sait qu'il y a énormément de minorités dans cette région. C'est des gens qui appelaient à broyer la chair de tous les chrétiens et des alaouites, de toutes les minorités. Moi, je peux pas défendre ces gens-là à titre personnel. Après, maintenant, aujourd'hui, on a bien vu que dans l'absolu, Bachar al-Assad est défendable. Pardon? Est-ce que dans l'absolu, Bachar Non, al-Assad pas du est tout, pas du défendable? tout. Moi, si c'était une affaire syro-syrienne, je me mêlerais absolument pas. Mais à partir du moment où le premier opposant se jette dans les bras de certaines pétromonarchies qui n'ont rien à voir avec la démocratie. 130 pays qui étaient Voilà, là-bas. quand je vois Al Jazeera qui couvre les événements depuis le début alors que c'est une base américaine, moi, personnellement, permettez-moi de douter un instant. Quand je vois l'Arabie avec l'Arabie Saoudite, tu as parlé de l'affaire Khashoggi, c'est pas un pays qui exporte la démocratie, c'est un pays qui exporte le wahhabisme et le fondamentalisme. Et Dieu sait que le wahhabisme, question tolérance, il n'a pas de leçon à recevoir. À donner, pardon. Ouais. Oui. Ouais, exactement. Mais après, voilà, maintenant, moi, l'intervention turque, je la vois comme une victoire russe. Et victoire russe, avec Bachar el-Assad qui va reprendre ses territoires, les accords de Adana, les États-Unis vont assurer, c'est sûr et certain, leurs intérêts dans cette région, les pays qui sont hors, la France et la Grande-Bretagne et les Européens. La France, c'est là où on se dit que c'est ça la conclusion à tenir. Une dernière intervention, Oui. c'est là qu'on se dit qu'en fait une défaite diplomatique de la France est encore pire qu'une défaite militaire. Ouais. Maintenant, on se retrouve. Est-ce qu'on aura une résurgence de Daesh? Est-ce qu'on aura le retour de ces terroristes? Bien sûr qu'aujourd'hui, personne ne s'intéresse aujourd'hui à ces prisonniers. On a sous-traité. On parle de sous-traitance, Christophe. On parle de sous-traitance pour abattre Bachar el-Assad et on s'est appuyé sur des groupes, y compris des groupes religieux ou des groupes fondamentalistes ou Al-Qaïda ou Daesh, etc. On s'est appuyé sur ces pays. Après, on s'est appuyé sur les Kurdes afin de contenir l'intervention iranienne en Syrie, c'est-à-dire ce corridor qui devait arriver jusqu'en Méditerranée, de Téhéran jusqu'en Méditerranée. Ouais. On s'est appuyé sur un État kurde qui vient d'être lâché. On s'est appuyé sur les Kurdes afin d'avoir des camps pour les prisonniers européens et des différents prisonniers de Daesh. Aujourd'hui, on les voit ils sont dans la nature, on ne sait pas où ils sont. Ils vont partir, on a compté sur l'Irak afin de les condamner dans des tribunaux internationaux, d'où l'intervention de Jean-Yves Le Drian. Sauf qu'en Irak, il y a moins de 1 mois, plus de 150 manifestants ont été massacrés. Personne n'en a parlé pendant 3 jours. Ouais. Une coupure totale d'Internet et on s'appuie sur ce pouvoir-là qui est déjà délégitimé à l'intérieur même de l'Irak, la France qui dépend justement ne veut pas juger ici. Elle veut pas juger parce que l'opinion publique refuse ce retour, mais sauf qu'on se retrouve. L'opinion, c'est une question judiciaire. Voilà. Maintenant, si on veut les judiciariser ou les condamner sur des faits, c'est des faits qui se sont déroulés en dehors de Syrie, en Syrie ou en Irak. Aujourd'hui, à partir du moment où on refuse de reconnaître le pouvoir central syrien et d'avoir des preuves qui peuvent condamner ces gens-là, on joue les sourds-oreilles, maintenant. Non mais là, c'est là qu'il y a 2 poids 2 mesures, c'est que quand on est dealer de drogue au Mexique ou ailleurs ou en Indonésie, là, la France intervient pour vous rapatrier en niant toute souveraineté de ces pays-là et en humiliant leur système judiciaire. Par contre, là, je suis désolé, les attentats de 2015 ont eu lieu en France. Le Bataclan, c'est à Paris, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est là, lorsque Daesh est accusé et qu'on dit que Daesh a envoyé un contingent de personnes pour commettre des atrocités ici même sur le territoire national, c'est ici qu'ils doivent être jugés. Ces personnes-là sont citoyennes françaises. Les États-Unis les auraient jugées aux États-Unis. Mais je tiens à te rappeler, Yasser, qu'on a un contingent européen avec les frontières qui sont ouvertes. On est obligation d'avoir un accord européen parce que ceux qui ont commis l'attentat de Bataclan, ils venaient du Maroc. C'est de Belgique, c'est des Marocains belges.
Alors maintenant, même le problème se Non, posera on parle même de demain. ceux qui sont, en fait, on parle de ceux qui sont citoyens français et surtout ceux qui ont eu des enfants et des enfants qu'on n'a pas voulu rapatrier. Mais je- Quel est le crime d'un enfant dont le père est un terroriste et la mère est veuve? Et là, c'est encore une fois, c'est que on joue sur Qu'est-ce qu'on l'opinion. fait avec ça, J'ai entendu Yasser? Madame Est-ce qu'on les Belloubet qui en a ramène? parlé. Est-ce qu'on les ramène? Mais bien sûr qu'on rapatrie et on juge sur place. Quand tu vas dans un endroit, Yasser, que tu commets un méfait dans un Il n'y endroit. a pas de justice dans cet endroit-là. Attends, tu es jugé dans l'endroit même. S'il y a une justice, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un système judiciaire en Irak? Bah, Comme vient de le dire Sofiane, 150 personnes se sont fait tuer par la police c'est les irakienne. accords qui sont en train d'être Ce passés ne sont avec pas la des France. non, les accords on les passe Pour justement. essayer Non, justement à ce qu'ils ne Mais se qu'on fassent fasse pas en la France. même erreur ce qu'avec sont les des Kurdes. accords, ce On sont va pas- des accords qu'on passe pour se défausser justement et avoir une base légitime pour ne pas les rapatrier. Ces crimes ont été commis en France, Ouais. ces personnes sont de nationalité française, on les juge en France et leurs enfants, n'en déplaise à l'opinion conservatrice et à l'idéologie majoritaire, doivent revenir chez eux ici en France. Un enfant, dans ce cas-là, on va encore alimenter une nouvelle génération, on aura les parents qui ont été la première génération de Daesh, et donc les enfants reprennent le flambeau pour dire ah ben ce qu'on a fait subir à mes parents, moi je vais me venger, mais c'est qu'on marche sur la tête. Ouais. Alors, cher Khaled, un dernier petit mot là-dessus avant qu'on passe à ta chronique sur tout ce qui a été dit. C'est vrai que Sofiane, par exemple, voilà, je le trouve droit dans ses bottes quand il dit moi, à partir du moment où c'est entre Syriens, on n'a pas à s'en mêler. À partir du moment où tu as des pays qui sont venus mettre la pagaille dans ce pays, ils sont quand même un certain nombre. Là, on commence à s'y intéresser. On peut prendre position, Khaled. Bien sûr, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ce qui a considérablement bouleversé le théâtre des opérations en Syrie, c'est les interventions étrangères. Hein, et là, je parle des Iraniens. Les Iraniens sont des étrangers, non? Oui. Parce que, ou alors, il y a qu'une seule partie des interventions étrangères qui nous intéresse. Il y a que celle des Saoudiens, des Qataris ou des Turcs. Parce que les premiers à être intervenus avec leurs bottes sur le terrain, ce sont les Iraniens. Ensuite, ce sont les Russes. En 2015, en septembre 2015, au milieu de l'année 2015, je rappelle que la quasi-totalité du territoire syrien était sur le point de tomber dans les mains des rebelles. Ce sont les Russes qui sont intervenus à coups de bombardement. Où ils ont Oui, utilisé Poutine toutes qui sortes. avait dit Ouais, on ouais. ira les chercher jusqu'en Donc, les toilettes. je pense à que chaque- les Russes- Donc je suis tout à fait d'accord avec Sofiane. C'est-à-dire que ce qui a bouleversé l'ordre des choses, ce qui a alimenté le chaos dans ce pays, c'est les premières interventions étrangères. Ensuite, ça a été open bar, effectivement, Tout à fait. puisque les Russes et les Iraniens étaient sur place. Ouais. Je rappelle que les Je pense Iraniens que les Iraniens, ils ont étaient aussi, dès le début, ouais. ont aussi ramené des milices en provenance d'Irak. Le Hezbollah, ouais. Non, le Hezbollah, il faut rappeler juste le Hezbollah, contexte. Ouais. des milices originaires du Pakistan, Ouais. d'Afghanistan. Donc voilà, il faut les voir, celles-là aussi. Or, à chaque fois qu'on parle d'intervention étrangère, on Ouais. ne parle que des puissances occidentales Ouais. ou des puissances du Golfe. Je Or, rappelle celles-ci juste, sont ouais. arrivées après coup. Sofiane. Ouais, pour le Hezbollah, il a intervenu surtout malheureusement une des stratégies des rebelles, comme dit Khaled, moi je les appelle terroristes, était de vouloir s'attaquer au maqam de Sayyida Zainab, c'est les endroits un peu chiites, et d'où l'intervention du Hezbollah suite à une demande de Hassan Nasrallah, parce que à un certain moment le leader il arrive à contenir ses fidèles, mais sauf qu'aussi ils se sont attaqués au maqam de Sayyida Zainab, ils l'ont détruit. Là on peut avoir le rêve de monsieur Bernard-Henri Lévy, c'est la guerre sunnite chiite, et là personne ne pourra arrêter, ni Ayatollah al-Khamenei, ni Sistani, ni personne d'autre. Aujourd'hui, je pense que l'intervention du Hezbollah elle est venue en 2012, fin 2012, à l'intervention russe en 2015, sauf que les rebelles qui se sont alliés aux Qataris et aux Saoudiens, c'était dès le départ, au bout de 6 mois après, lorsqu'il y a eu les massacres à Daraa, etc. Et là, ces gens-là, ils ont fait allégeance aux Qataris. On a vu les hôtels turcs, comment ils ont ouvert à ces opposants. On les appelait même les opposants aux des réunions qui se sont faites en Tunisie, au Maroc, etc. La coalition, il y a plus de 120 pays qui se sont coalisés pour faire tomber Bachar el-Assad avant même l'intervention de la Russie qui était en 2015. On parle des frontières turques où c'était open bar aussi. Mais personne n'en a parlé à l'époque, on passait pour des complotistes maintenant. Non, mais c'était une passoire la frontière turque. Mais personne à n'en a l'époque. parlé, aujourd'hui on commence à Dans quel parler. sens c'était un passoire? Bah chacun, Dans quel autant sens on pouvait Je rentrer en rappelle- Syrie normal, Non, Khaled. je rappelle que ces frontières, elles ont surtout servi aux Syriens à quitter, à fuir leur pays. Mais aussi C'est par ces- servi c'est par à ces ce que des frontières- gens y C'est rentrent. par ces frontières que sont passés plus de 6 millions de personnes. Bien sûr. Ok? Oui. Donc effectivement, par la Turquie, effectivement, des rebelles sont arrivés, c'est vrai, de partout. Mais je rappelle que cette frontière, elle a surtout servi à. Oui, il y a la frontière à- aussi à jordanienne, on en à parle sauver, pas. à sauver la vie à beaucoup de Syriens. Khaled, tu vas pas ignorer quand même que la plupart des Français, pour pas dire la totalité des Français qui sont partis en Syrie, sont passés par la Turquie.
Non, je n'ignore pas. Avec Voilà. un silence Donc, voilà, absolu de la part c'est ça. des médias internationaux. C'est un fait, voilà, encore une fois. Et les faits sont têtus parfois. Bon, allez, mon cher Khaled, on va voir ce que tu vaux. Non, je plaisante, évidemment. On sait très bien ce que tu vaux, évidemment. Grand journaliste, monsieur Khaled Sidmohen. Je veux pas mettre la pression, Christophe. Non, loin de moi cette idée, mon cher Khaled. C'est pas de genre de la maison. Allez, tout de suite, l'avis tranché de Khaled Sidmohen. Jingle, avis tranché, on y va. Alors piétinez-moi, allez-y! L'union du Maghreb par le foot, Khaled Sidmohen. Alors pour commencer cette série de chroniques, je voulais partager avec vous cette vidéo qui est devenue virale, qui nous vient du Maroc. Ça se passe à la tribune d'un stade de foot à Tanger. Et comme je ne sais pas si c'est assez intelligible pour les auditeurs, je vais faire une petite traduction synthétique de ce qu'on entend. C'est une terre de Hogra, la vie est amère. Ils n'ont pas menti ceux qui ont dit qu'ils nous ont tués avec des promesses. Nous n'avons rien vu dans ce pays. Pour le festival Mawazin Shakira a été payé des milliards. Vous nous avez tués avec les prix qui flambent. Par Dieu, c'est une grande mafia. Tout le monde est devenu voleur. Dans les quartiers, les foules forment des files d'attente. Une bougie nous éclaire. Ils se moquent de nous. Et avec notre argent, ils achètent des villas. Emmenez-nous sur un bateau. Sauvez-nous sur cette terre. C'est presque du Aznavour. Voilà, mon cœur balançait entre l'Algérie et le Maroc pour inaugurer cette série de chroniques, mais finalement je la consacre et la dédie aux supporters de foot des deux pays. Et croyez-moi, c'est un hommage qui a d'autant plus de valeur que je suis pas un footeux, même si ça sonne bizarre dans la bouche d'un Algérien. L'une des choses qui est à l'origine de mon allergie au foot, c'est son instrumentalisation politique. Ça évidemment rien de nouveau, c'est aussi vieux que l'Empire romain, du pain et des jeux, et parfois c'est précisément parce qu'il n'y a pas de pain que le régime fait dans la diversion et le divertissement. Il n'y a rien à manger, ma'alish, on va regarder le match. Et puis il y a aussi l'idée que les grandes concentrations de testostérone, ça donne jamais rien de bon. C'est précisément parce que j'étais pétri de ces préjugés contre les supporters de foot que j'ai été médusé le jour où j'ai vu cette immense banderole déployée dans le stade de Constantine qui s'adressait au peuple marocain en ces termes: la politique nous a divisés, nos racines nous réunissent. Lequel était une réponse à un slogan scandé par les mêmes supporters à qui on doit le chant qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire le Raja de Casablanca qui s'était adressé aux Algériens par ces mots: nous sommes frères, il n'y aura pas de fitna entre nous. Franchement, c'est à se demander si on ne devrait pas confier au club des supporters de foot le soin de construire cette fameuse union du Maghreb arabe. De toute manière, il pourrait difficilement faire pire. J'ajoute que ces émouvantes déclarations d'amour sont apparues à un moment de forte tension entre les deux pays. C'était en 2014. Chaque fois que le pouvoir algérien se brûle les doigts avec son peuple, il bombe le torse et pointe du doigt le Maroc. Bon, c'est pas le seul bouc émissaire, mais il reste quand même l'un de ses préférés. Comme le dit ironiquement mon confrère algérien Amar Chaouki, le Maroc, c'est notre ennemi intime. À ce titre, je voudrais rappeler ce que le Hirak en Algérie doit aux supporters de foot d'Alger, de Constantine, de Ouaharan, de Tizi Ouzou et d'ailleurs. Parce qu'ils ont chanté bien avant l'heure dans les stades les slogans qu'on entend dans les manifestations chaque vendredi partout dans le pays. Un mot sur le Hirak pour finir. Il semblerait que le régime algérien ait choisi la méthode de Sisi, puisque les arrestations ont lieu chaque jour partout dans le pays. Je voudrais à ce titre exprimer ma solidarité avec chacun des détenus, et tout particulièrement avec Hakim Haddad, fondateur il y a bientôt 30 ans de l'organisation Rassemblement Action Jeunesse. Hakim est né en France, sa mère est française, il a choisi de s'installer en Algérie au début des années 90, un des pires moments de son histoire, comme vous le savez, à un moment où les 3/4 de la population étaient candidats à l'immigration. Hakim ne s'est pas contenté d'attendre ce moment que nous vivons en ce moment en Algérie. Il a fait partie de ceux qui ont patiemment semé les graines de la révolte. Ils sont 7 de cette organisation à être aujourd'hui sous les verrous. Je voudrais les citer: Kamel Bouldouali, Karim Boutata, Massinissa Aïssous, Wafi Tigrin,
Ahsen Qadi, Djelal Mokrani, Ahmed Bouider, Kherdin Majdani, sans oublier l'actuel président du Raj, Abdelwahab Farsawi. Toujours en solidarité avec les détenus politiques, je voudrais saluer cette magnifique initiative prise par les militantes algériennes du Hirak, qui m'a donné la chair de poule rien que de l'imaginer. Il s'agit d'organiser des concerts de casseroles et de you-you aux abords des tribunaux et des prisons. Difficile de ne pas penser à la scène finale de la bataille d'Alger. Merci Khaled Simohan pour cette chronique qui va d'ailleurs, sans nul doute, nous emmener au sujet suivant, puisqu'on va aussi parler d'Algérie dans un instant sur France Maghreb 2. Peut-être une petite réaction de Monsieur Louati, toi qui es un ancien de l'équipe du LGF, en tant que premier avis tranché. Qu'en penses-tu, mon cher Yasser? Est-ce que c'est prometteur tout ça? Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment profond et c'est vrai que les informations qu'il a fait remonter, en fait, ont été bien mises en relief et je remercie Khaled d'avoir commencé lui à son tour sa série d'avis tranchés. Après, j'espère que le message sera entendu par les auditeurs, de ne jamais se laisser instrumentaliser par le pouvoir politique, de toujours être dans la critique du pouvoir politique, dans la critique du pouvoir. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Malheureusement pour les pays, en tout cas pour les régimes qui dirigent les pays d'origine, le Maroc, la Tunisie. Bon, la Tunisie un peu moins en ce moment, mais l'Algérie aussi. Comment ça un peu moins? Bah pour l'instant c'est une transition, donc on va voir ce que ça va donner. Ouais. Mais c'est vrai que malheureusement on a une culture qui tend à nier ou à interdire ou à rendre tabou toute critique du pouvoir. Et c'est vraiment salutaire de voir que par le sport, les langues se délient et qu'on assume un discours qui soit subversif vis-à-vis d'un pouvoir qui interdit justement toute critique. Merci à toi, Khaled. Sofiane, réaction à l'avis tranché de Monsieur Khaled Simohan. Oui, première partie, je suis tout à fait d'accord à 200% presque, sauf sur la partie algérienne où il y a un peu, où on compare le pouvoir algérien actuel avec le pouvoir de Sisi, c'est un peu, là, ça perd un peu de crédibilité à mon sens, parce que Sisi, il a tiré sur la population, pour le moment, personne n'est mort, et ça, Dieu merci. Et deuxièmement, les arrestations, je pense qu'il y a une justice, il y a des accusations gravissimes, surtout pour le Rassemblement Action Jeunesse dont il a parlé, avec ses liens avec des ONG comme Haute-Port et Canvas. Et dans les révolutions colorées, après on pourra en parler, plus de détails je pense. Et après, pour ce qui se passe en Algérie, moi je pense qu'il y a deux Hirak, il y a le Hirak d'avant et le Hirak actuel. Le Hirak avant qui a fait une alliance avec l'armée, il a atteint énormément d'objectifs. À partir du moment où ce Hirak s'est retourné contre l'institution militaire, en insultant les militaires, en insultant les généraux à la poubelle, en insultant Ahmed Gaïd Salah, ils ont perdu énormément. Ils n'ont aucune de leurs demandes n'a été exaucée depuis. Même la démission de Bedoui qui était chose acquise au début, malheureusement on n'a pas eu. Voilà. Moi après on pourra débattre sur l'Algérie et les ports de sortie de cette crise, mais surtout la comparaison avec le pouvoir égyptien, ce qui m'a un petit peu heurté, mais après c'est l'avis de Khaled que je respecte. Voilà, tu as dit. Tu vois, dans cette émission, Khaled, on peut ne pas être d'accord aussi. Ouais, ça arrive, hein. J'ai cru comprendre. Oui, mais non, mais c'est ça la démocratie en même temps. Il faut l'accepter, voilà. C'est le débat même. C'est le débat, absolument. Et il s'opère au quotidien dans cette émission, dans le Grand Forum. Et merci d'en être, bien sûr, parmi vous, chers amis auditrices, auditeurs, vous qui écoutez, dégustez. Et peut-être, parfois, vous bondissez en écoutant certains de nos chroniqueurs. Je sais que Louati en fait bondir plus d'un. Hein, il y a qu'à regarder son Twitter. La fachosphère, ce sont ses amis en ce moment. Yasser, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Non, en fait, je pense pas qu'on méprise ses amis. Donc quand je méprise des gens, généralement, ce ne sont pas mes amis. Donc oui, ils peuvent s'amuser, déformer ce que je dis, etc. Par contre, mon compte Twitter, je m'en sers aussi comme une plateforme pour donner des outils de décryptage, de compréhension, de mobilisation, et pour justement libérer la parole. J'ai la chance d'avoir une visibilité depuis un moment qui se fait au niveau national, international. Je parle 3 langues, je peux parler à différents publics, et je sais que certaines peurs ont été complètement enfouies, et beaucoup de personnes sont inhibées face à ce qui se passe aujourd'hui. Et mon but, c'est vraiment de libérer tout le potentiel de lutte. Et ça déplaît, et c'est tant mieux. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de ce qui est en train de se préparer? J'ai eu écho
d'une marche qui devrait s'organiser le 27 octobre à Paris pour dénoncer le climat islamophobe en France. Est-ce que c'est une bonne idée que l'organisation de cette marche? Ça part d'un de notre ami Nadir Kaya qui fait partie du LGF, mais il n'est pas le seul sur le coup. Il essaye de réunir et de faire en tout cas s'unir, même les gens qui sont pas d'accord entre eux, pour une même cause, j'ai envie de dire, ce à quoi on aspire depuis longtemps. Je veux dire, on peut mettre nos désaccords de côté et être d'accord sur une unité, sur l'intérêt. J'ai envie de dire aujourd'hui, que tu t'appelles Yasser Louati ou que tu t'appelles je ne sais qui, si t'es musulman, t'es concerné par ce qui se passe, par ce climat nauséabond en France. Alors deux choses, Christophe. Oui, déjà, c'est ce qui se passe aujourd'hui cible en premier lieu les musulmans, mais ça concerne tout le monde. Parce que dès qu'on instaure une logique de stigmatisation pour faire passer des lois d'exception, c'est tout le monde qui trinque. Donc je rappelle que l'état d'urgence aujourd'hui est permanent grâce à l'islamophobie. Je rappelle que la loi surveillance qui permet à l'État d'écouter nos conversations, de lire nos emails, d'enregistrer tous nos faits et gestes sur Internet a été passée grâce au discours de Valls sur ce qu'il appelle l'islamofascisme, terme qu'il a emprunté au réseau pro-israélien. Donc maintenant, ça va au-delà des musulmans. Et aujourd'hui, les Français vivent dans un pays fliqué parce qu'ils n'ont pas voulu se saisir du problème de l'islamophobie. Maintenant, quant à l'organiser une marche, bon, c'est une très bonne chose. J'appelle de mes vœux, etc. Maintenant, le problème, c'est que là, on fait face à un retard de 20 ans de démission, de compromission de différentes personnes, d'organismes qui ont centralisé les luttes. Ils se sont compromis et ont porté préjudice à ces luttes. Aujourd'hui, ce que j'appelle dans mes vœux, c'est non seulement de marcher à une date donnée, mais de faire ensemble tous les jours. T'es pour cette marche, Yasser? Mais bien sûr que je suis pour cette marche. Bien sûr. Même s'il y a des gens à l'intérieur avec qui t'es pas d'accord du tout. Même s'il y a des gens que je condamne et que j'ai critiqué, que ce soit le CCIF ou les indigènes ou autres, il faut marcher ensemble. S'ils sont là, tu y vas, tu marcherais à leur côté. Je marcherai à leur côté. Maintenant, là où nous divergeons, c'est que je refuse toute centralisation des luttes, je refuse toute exploitation des luttes et que toute ressource, tout outil, tout moyen d'émanciper les personnes doit être partagé et ne pas faire de la rétention pour que les gens soient dépendants de vous. N'oubliez pas, quand on est, et je suis encore une fois dirigeant d'une association, le but c'est de se rendre obsolète, pas de se rendre indispensable. Et malheureusement, ce n'est pas la logique qui est adoptée. Je considère la lutte contre l'islamophobie et pour les droits humains et libertés publiques pour toutes et tous comme une lutte fondamentale. Ça appartient à tout le monde, c'est ça que tu veux nous dire. Ça appartient pas au CCIF, ça appartient pas à l'UIF. Ça appartient à tout le monde et malheureusement, c'est que c'est devenu un fonds de commerce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont désemparés. Donc j'appelle de mes vœux à ce que toutes les ressources qui ont été engrangées depuis maintenant 2 décennies au minimum, qu'il s'agisse de ressources financières, des ressources techniques, des réseaux personnels, soient partagées. Messieurs, j'ai un petit cadeau pour vous dans un instant. Avant de parler de l'Algérie et avant de se pencher sur l'élection présidentielle qui approche à grands pas, aura-t-elle lieu? Eh bien, on se posera la question dans un instant. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai du Yves Tréhard. J'ai du Julien... Comment il s'appelle? Non, Olivier Gazil, pardon. Oh là là. Et j'ai eu Jean-Michel Blanquer. Bon appétit tout le monde. On est de retour très vite dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. C'est bien, les pubs sont assez courtes aujourd'hui, tant mieux. Sofiane Nakdari, Yasser Louati et Khaled Simon. Ça va Khaled, tout va bien? Très bien. Je te sens tendu un peu là. C'est vrai. Arrête avec ça, toi. Ouais, c'est toi qui es tendu en fait. Pas du tout. Pas m'énerver pour de vrai. Je veux le réveiller. Est-ce que tu peux nous faire du Louati, quoi? Je sais pas, de temps en temps un peu... sortir de tes gonds. Ça veut dire quoi, ça? On te ça veut dire quoi, faire du Louati? Yasser, on te connaît. C'est stigmatisant, ça? Non, pas du tout. C'est une réalité. C'est quoi faire du Louati? Tiens, justement, Yasser. Non, c'est quoi faire du Louati? C'est parfois s'emporter, parfois s'énerver, parfois... Sympa. Non, mais moi qui me croyais sous contrôle. On va voir si tu vas le rester d'ailleurs sous contrôle, puisque voici le zapping. Il débarque jamais. Un petit tour par LCI, ça vous dit quelque chose, LCI, la chaîne d'info? Non, la chaîne islamophobe. Olivier Gazil, le journaliste, n'hésite pas à comparer le voile à un signe SS. Je vous jure que c'est vrai que c'était hier. Hein. Pas à ne pas le porter. Résister. Et c'est pour ça que la loi avait été faite, d'ailleurs, pour empêcher le voile dans les écoles. Oui, mais vous voyez bien que là, la loi de 1905, ce qu'explique le président, c'est qu'elle ne répond pas à cette problématique-là. Est-ce qu'il n'est pas là, justement, le problème, la difficulté? Est-ce qu'il ne faudrait pas le déplacer et dire, c'est pas un signe religieux qu'on veut interdire ou étendre une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS, tout simplement. Voilà. Je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'à ce moment-là, on va enlever aussi les petits... Enfin, comparer un uniforme SS à un... Franchement, alors, enlevons les croix, enlevons les kippas, enlevons tout, voilà.
Vous savez, en fait, la question que vous posez, si vous me permettez, c'est pas une question d'éducation nationale. L'éducation nationale, elle a un rôle pour éclairer et pour permettre aux gens de faire leur libre choix. On voyait les personnes qui l'entouraient extrêmement gênées de cette comparaison. En temps normal, ils auraient dû quitter le plateau. Donc c'est vrai. Non mais c'est gravissime quand même. Non mais alors, il faut quand même mettre en contexte. Olivier Galzi est un proche de Manuel Valls, un proche de BHL, sur la même ligne idéologique que ces néo-laïcards de gauche, farouchement islamophobes. Donc là-dessus, il n'en est pas à sa première sortie. Sauf que la comparaison avec l'uniforme SS, elle est pas nouvelle. Céline Pina de la gauche laïcarde, idem, avait comparé le foulard musulman à un brassard nazi. Mais là, on voit qu'il y a une espèce d'ethnocentrisme et d'angélisme de la suprématie blanche, c'est-à-dire que le mal absolu, en fait, ce n'est pas le nazisme qui a été le fruit de la culture christiano-européenne, mais c'est plutôt le mal absolu, c'est le port du foulard musulman. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans la surenchère permanente. C'est le concours de la parole islamophobe. Non, mais c'est parce que justement en face, il n'y a personne pour tenir tête. Je rappelle encore une fois que toutes ces émissions que nous citons à longueur de journée et auxquelles nous réagissons se font avec l'absence totale des premières concernées. Or, je répète. Invite pas. Non. Alors là, justement, je vais venir. Christophe, je vais y venir en reprenant un tweet à moi. Donc, ce que je disais hier soir, c'est que tant que les premiers concernés ne feront pas le forcing pour être présents dans ces émissions de télévision et dans ces studios radio, on continuera. Écoutez, il y a 1000 moyens de manifester en bas des chaînes ou entrer dans leur studio, comme d'autres l'ont fait. Il est inacceptable que des médias, comme la chaîne islamophobe LCI, continuent à verser dans l'idéologie extrême droitiste, avec l'absence totale des premiers concernés. C'est pas en toquant à leur porte, en leur disant s'il vous plaît, qu'ils vont vous écouter. C'est la même chose pour CNews, c'est la même chose pour BFM. J'ai envie de te dire non, parce que moi aujourd'hui, je suis en charge de cette émission. Si j'ai pas envie de recevoir quelqu'un, t'auras beau frapper à ma porte 100 fois, si j'ai pas envie de te recevoir, je te reçois pas. Oui, mais vous saurez qu'il y a des gens physiquement qui sont présents pour vous contester. Mais ça changera pas. Non, parce que justement, il y a un sentiment d'impunité qui se développe quand on profère des propos aussi outranciers. On les invite pas. Non, un instant, Christophe. Il y a une différence entre tenir des propos outrancier et voir les conséquences lorsque les gens sont physiquement à votre porte. C'est différent. Maintenant que vous acceptiez ou non, la question n'est pas là, c'est que vous voyez bien que vous avez dit quelque chose, vous avez 100 personnes en bas du bâtiment ou devant votre studio. Là, vous allez réagir et là, vous allez réfléchir à deux reprises. Peut-être, oui. Non, mais peut-être non. Écoutez-moi bien, je rappelle. Christophe, je rappelle encore une fois, lorsqu'on a eu la fachosphère de gauche, les néo-laïcards, Printemps républicain, Comité de la République, la LICRA et le PS et SOS Racisme qui ont voulu se laver les mains après l'attentat de Christchurch en partant et au consulat néo-zélandais en disant non, on est contre, alors que toute l'année, ils ont tenu les mêmes propos avec un versant de gauche que la théorie du grand remplacement. Le fait d'avoir été là-bas physiquement les a terrorisés. Et là, il fallait leur envoyer un message que les propos que vous proférez à longueur d'année dans les réseaux sociaux ont des répercussions dans la vie réelle. Tant qu'il n'y a pas de répercussions dans leur vie réelle, ils seront maintenus dans une espèce de bulle idéologique et complètement irresponsables. Donc encore une fois, j'invite toutes les personnes à appeler les rédactions de la chaîne Info, la chaîne islamophobe. Tu l'as fait ? Bien sûr que je l'ai fait et j'ai même partagé le numéro de téléphone du magazine Le Point, le mail de la rédaction desktop@lepoint.fr, c'est-à-dire cessez d'envoyer des emails aux militants pour leur dire vas-y, va te battre, etc. Voici le numéro de téléphone et vous les appelez comme d'autres le font. Les pro-israéliens, c'est exactement ce qu'ils font. Ils font du lobbying. Et ils le font bien. Ils le font bien. Ils le font très bien. C'est du harcèlement. Je suis contre. Ils ont tort. Ils sont du mauvais côté de l'histoire. Néanmoins, ils sont mobilisés pour faire valoir leur opinion. Voilà, t'as vu Khaled ? Ce que c'est Yasser Louati ? Je le connais, Yasser Louati. Ah oui, tu le connais. Si tu me demandes une réaction à ce qu'il vient de dire, j'ai envie de, paraphraser Cheb Khaled, comme il a dit lui. Ah oui, comme il a dit lui, c'est parfait. Sofiane, comme il a dit lui aussi ? Il m'a piqué ma phrase là. Ah oui, d'accord, bon, très bien. Alors j'ai un autre truc pour vous. Il nous l'a pas, la prochaine fois tu nous poses la question moi en premier, après Yasser, parce qu'il laisse pas aucun argument. Moi j'avais surtout l'argument que ces débats se font malheureusement en dehors de la présence des musulmans, parce qu'ils ne les invitent pas, ou bien parce que quand ils les invitent pas parce que ils ont pas envie d'avoir des gens qui viennent les contredire, tout simplement. Tout à fait. Ou bien on invite des noms à consonance arabe, les Sifawi, les Razoui, pour cracher, pour faire le sale boulot. Oui, mais j'ai vu ton tweet. 3 fois, une fois j'étais carrément dans le taxi. Ah oui. Mais parce que je refuse. Et l'argument c'était quoi ?
Bah, l'argument de la personne, elle s'appelle Marie, je vais pas dire son nom de famille, parce que je pense qu'elle n'est pas pour grand chose. Non, la pauvre. Voilà, c'était, oui, d'accord, merci beaucoup, monsieur Louati, je vous envoie un taxi, etc. Je suis en plein chemin. Ah non, malheureusement, monsieur, on vous a déprogrammé. Mais je sais très bien pourquoi, parce que je refuse de jouer le rôle du musulman en colère. Je suis un militant de défense des droits humains et des libertés publiques. Que ce soit pour défendre des musulmans, des juifs, des homosexuels, des gitans, ou des noirs, ou des roms, je m'en fous. Ouais. Maintenant, eux, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui va parler avec un accent arabe, qui va parler que de religion et qui comprend rien à rien. Or, moi, droits humains et libertés publiques. Vous voulez parler d'islam? Vous invitez un imam. Ouais. Alors, justement, preuve qu'il y a un problème au sein même du gouvernement, puisque Macron a recadré un peu les choses par rapport aux sorties scolaires. Si, il a recadré quand même. Ouais, bon, après les propos... Il est encore le ministre, donc... après les propos de Le Maire... sur la radicalisation des personnes et sur Christophe Castaner aussi, on se rappelle de cette déclaration abjecte. Qu'il les sanctionne. Voilà. Jean-Michel Blanquer, lui, on a remis une couche il y a 3 jours même. Le ministre de l'Éducation nationale, pour lui, le voile n'est pas souhaitable dans notre société française. Il y a quelque chose de très clair dans ce que nous avons dit. C'est la loi n'interdit pas cela. Par contre, en effet, on peut inciter localement à ce que ça ne soit pas le cas, notamment par le travail d'explication qui doit se passer dans la lignée de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal d'avoir un dialogue avec les parents d'élèves, d'expliquer à une maman qu'on préfère qu'elle ne mette pas le voile dans une sortie, mais après, elle en a le droit. Pourquoi vous préférez qu'elle ne le mette pas ? Mais parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager, c'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est pas non plus quelque chose à encourager. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit n'est pas conforme à nos valeurs, tout simplement. Après, ça veut pas dire que c'est interdit. Heureusement, on a une société de liberté où on peut aussi se vêtir comme on le veut, etc. C'est pas interdit, mais c'est pas souhaitable. En fait, c'est ça. Une chakchoka blanche bourgeoise, quoi. Oui, la loi n'interdit pas, mais c'est pas souhaitable. Encore une fois, c'est voilà. Non, mais tous les blancs ne pensent pas ainsi, Yasser. Non, mais je dis pas les blancs. Quand on parle de suprématie blanche, on dit pas que tous les blancs sont racistes. Oui. Mais il y a un privilège à être blanc. L'opinion d'un blanc est toujours prédominante sur l'opinion d'un non blanc. La légitimité intellectuelle, on l'accorde à un penseur blanc et pas à un penseur africain, noir ou arabe. Non, c'est une réalité. Ouais. Je ne parle pas du blanc de sa couleur de peau, mais de la construction socio-historique du blanc. On va pas revenir là-dessus. Bon, par contre, on a Jean-Michel Blanquer qui vous dit oui, mais non, mais c'est pas souhaitable. Par qui? Il est qui pour dire donc est-ce qu'on est un État? On a une proposition de loi de Ciotti, je sais pas pour interdire. Voilà, est-ce qu'on est dans un État de droit ou un État de Macron dira pas de loi. Non, en fait, est-ce qu'on est dans un État de droit ou est-ce qu'on vit sous la tyrannie des opinions? Donc là, je suis désolé. Si la loi interdit, c'est interdit. On n'oublie pas que les lois sont passées par des hommes la plupart du temps et qu'en plus ces hommes-là sont faillibles. C'est pas parce qu'une loi a été passée que forcément elle est bonne et juste. Alors s'il n'y a pas de loi, qu'est-ce qu'on dit? Non, mais surtout c'est ce double langage. C'est les mêmes personnes qui aujourd'hui défendent la laïcité vont venir dans quelques mois nous parler de la crèche. Exactement. Voilà, c'est ce double langage qui a du mal à être perçu par un bon nombre de compatriotes. Judéo-chrétienne. C'est ce qu'a dit Morano ce matin. Voilà. C'était mieux dans le temps à l'époque. On pouvait faire Noël, on pouvait faire Pâques, tout ça. Aujourd'hui, on peut plus rien faire au nom de la laïcité. C'est même pas les musulmans qui s'opposent à ça. Nous, on s'oppose pas. Voilà, exactement. Vous avez ouvert une logique. Les laïcistes, c'est pas nous. Liberticide sur couvert de laïcité. Voilà. Pour citer Malcolm X, il y aura de la liberté pour tout le monde ou la liberté pour personne. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, messieurs. Ah ouais, alors là, franchement, c'est pas mal. Il faut laisser la parole à chroniqueur. Non, attends, Khaled. On monopolise trop le... Écoute-moi ça, Khaled. Un chroniqueur de LCI et frère, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, s'il vous plaît, s'est complètement lâché en allant jusqu'à dire qu'il déteste la religion musulmane. Bon, que Julien Audoul, moi j'en sais rien. Moi de toute manière je suis d'accord, je ne veux pas de voile dans les lieux publics, que ça soit en activité périscolaire, à l'école, dans les assemblées républicaines de la République. S'il y a voile intégral sur la voie publique, déjà moi j'ai du mal le voile sur la voie publique, mais s'il y a voile intégral sur la voie publique, il faut verbaliser, et puis après c'est à chacun. Il m'est arrivé de prendre le bus, en France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. Ah oui. Je refuse. Voile, pas burqa, pas de ça. Non, un voile, oui, mais avec tout l'habillement, l'abaya qui allait avec. Je vais vous dire une chose, qu'on soit très clair, mais très clair une fois pour toutes et qu'on arrête toutes les hypocrisies. On a été d'une faiblesse telle
que au début, ça commence tout petit et ça grandit. Et j'aimerais d'ailleurs connaître l'histoire de cette femme, si cette femme ne fait pas de la provocation. Elle sait très bien ce qu'elle fait, cette femme. Hein. Peut-être que derrière, il y a des motivations qui sont des motivations. Je suis en désaccord. Le militantisme islamique existe. Est au cœur du problème. Alors, François, il y a une grande lâcheté d'une partie de la population et une grande lâcheté d'une grande partie des politiques qui veulent pas prendre leurs responsabilités, qui ont peur de se faire taxer de racistes, d'islamophobes. Ils ont peur de cela. Mais écoutez, et ça, Yves, c'est tout à fait. Écoutez, Yves. Bientôt, l'alcool va être interdit. Non. Là-dessus, vous savez que vous avez des quartiers entiers dans certaines cités où l'alcool est interdit. Donc, vers la abaya. C'est pas de glisser, c'est sincèrement de protéger notre mode de vie mais et notre culture. Mais nous pouvons le protéger bien. Ça n'existe pas. Mais vous moi, je tenez... déteste la religion. Mais non, mais vous tenez très bien. Mais bien. Et moi, je suis ravi que le niqab... couverte chez elle, qu'elle soit couverte chez elle. La abaya... Alors là, je pense qu'on a atteint le niveau de la comment on dit crétinisme. Le crétinisme, voilà. Hein, Khaled. Là, franchement. C'est à la télé quand même tout ça. Hein. J'ai beaucoup de mal à mobiliser mes neurones pour mais je comprends, mais pour apporter le moindre commentaire pertinent parce que j'avoue que ce que je ressens, c'est de la sidération. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression d'être un lapin coincé entre les deux phares d'une voiture. Je sais pas du tout. Ah oui, ça va pas ennuyer. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que la semaine dernière, avec le discours de Macron et de Castaner le jour des funérailles de ces quatre policiers, c'est que là, on a vraiment franchi un palier qui, je crois, est vraiment irréversible. Pour nos retours, ça. Quand il a fait le listing des signes. Voilà. Et je comprends pas dans un pays qui est marqué aussi profondément par la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, du vichisme. Faut quand même imaginer, faut quand même savoir le nombre de commémorations qu'il y a chaque année, je veux dire, Auschwitz en janvier, le 8 mai 45, je veux dire, toute l'année jalonnée de dates le 17 octobre 61 qui commémorent bah oui, c'était à Saint-Michel ce matin. Oui, de dates qui commémorent non pas les massacres de la guerre de libération en Algérie, mais je parle de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc je comprends pas que dans un pays qui soit autant marqué par le traumatisme de cette mémoire, qu'on puisse recourir aux mêmes c'est chaud quand même, aux mêmes terminologies et aux mêmes procédures, je veux dire, au même process qui s'est, étalé tout au long des années, des années 30 et 40. Mais ça montre que la victoire contre le nazisme a seulement été une victoire militaire et pas une victoire idéologique, parce que le racisme biologique a été remplacé par le racisme culturaliste. C'est devenu, on est passé de race supérieure, etc. Les Noirs africains, les Arabes sont inférieurs et les Kabyles sont supérieurs parce qu'ils ont la. Non, mais le mec te dit tranquille et au calme, l'alcool est interdit dans certains quartiers. Je déteste la religion musulmane. Ça passe tranquille, crème, quoi. Non mais j'y viens. Remplacer musulmane par juif. Vous allez voir ce que ça va faire. Non mais justement, et d'ailleurs c'est pas souhaitable qu'on dise ça. Évidemment aux juifs, que non. Tu vois. Évidemment que non. Par contre, maintenant, ce qui pose problème, c'est que justement, c'est qu'on a refusé de prendre en compte la portée profonde du racisme dans la société française, qui a permis de collaborer avec le nazisme, ce qui s'est fait de pire au XXe siècle, d'avoir une déportation des citoyens français parce qu'ils étaient juifs dans des camps de concentration et à leur fin fatale. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est que ce racisme-là a été conjugué, c'est qu'on on l'a transformé. On passe maintenant d'un racisme biologique à un racisme culturaliste. Oui, nos valeurs sont supérieures aux vôtres, mais le process ou incompatible, et donc par contre ça justifie, et c'est pour ça que ce qui est permis de dire aujourd'hui au nom du racisme culturaliste aujourd'hui en France au XXIe siècle, ce sont exactement les mêmes procédés qui ont permis de dire la même chose vis-à-vis des juifs, mais en utilisant le logiciel du racisme biologique. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on est en train d'avancer. On dit pas que l'histoire se répète, mais souvent elle résonne, souvent elle rime, et aujourd'hui ce que Yves Tréhard est en train de dire n'est pas différent de ce qui se disait hier des juifs dans les années 30 ou les années 40. C'est un raciste. Voilà, non, pas oui, mais le problème c'est que le racisme est impuni. Oui, mais le racisme est impuni. Islamophobe. Non, mais d'ailleurs, pour commencer, l'islamophobie est à peine reconnue. D'ailleurs, juridiquement, elle n'existe pas. C'est un délit d'opinion. Non, mais ça n'existe même pas. Donc c'est encore très difficile. Maintenant, ce qui pose problème, c'est comment se fait-il qu'il y ait un tel sentiment d'impunité pour tenir des propos pareils, en plus avec l'absence des premiers concernés. Moi, me concernant, encore une fois, je répète à chaque fois, je suis quelqu'un de radical,
libéral en ce qui touche au droit de s'exprimer. Je suis vraiment contre toute forme de censure. Ouais. Par contre, la liberté d'expression n'est pas un privilège, c'est une liberté universelle. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, tant que vous appelez pas à la violence ou à nuire à autrui. Par contre, la personne d'en face, vos contradicteurs doivent être présents. Sinon, ce n'est plus une liberté, c'est un privilège. Aujourd'hui, Yves Treillard montre que cette liberté-là est un privilège réservé aux Blancs qui peuvent taper sur les Noirs, les Arabes et particulièrement sur les musulmans et plus spécifiquement les femmes qui portent un foulard. Toutes les émissions qu'on a dénoncées, aucune n'a invité une femme qui porte un foulard pour s'exprimer. J'invite d'ailleurs tous ceux qui préparent les émissions à contacter. Vous savez, dans l'équipe du LGF, il y a de quoi faire. Hein. Appelez-nous, on peut vous en envoyer quelques-uns. Non, parce qu'ils sont lâches, ils n'ont pas le courage de leurs opinions. On est prêt à vous les prêter, uniquement. J'ajouterais, si je puis me permettre, rapidement, parce qu'il faut qu'on aborde ce que vient de dire Yasser. Je suis d'accord avec cette histoire de privilège blanc, mais ça va au-delà. Il y a aussi un unanimisme idéologique. Oui. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a tout un certain nombre de blancs qui seraient susceptibles de s'indigner de ce genre de propos. Je pense à Plenel, je pense à Laurent Lévy, par exemple, mais qui sont pas invités. On y va, messieurs. Moi, Christophe, si Sofiane, qu'on parle du bled, là. Moi, c'est surtout le contexte. Voilà, bref, après. Oui, vas-y. T'inquiète, je laisse tout pour l'Algérie. Bon, très bien. Alors, l'Algérie. Moi, s'il faut pas entendre. Oui, oui, monsieur. Non, mais. Monsieur Yasser, moi, c'est surtout le contexte. Il y a des nationalistes en Algérie. Ouais, non, pas du tout. Non, mais surtout le contexte actuel qui laisse un peu perplexe, en vérité. On nous parle de lutte contre le terrorisme et on compare une femme voilée à une tenue SS, ça me. C'est chaud. Surtout que je rappelle que, par exemple, à Nice, la première victime du terroriste est une femme voilée. Fatima, je crois. Ouais. Voilà. Bon, messieurs, vous êtes bien sur France Maghreb 2, tout va bien, c'est le grand forum. Vous rentrez peut-être à la maison. Eh bien, vous avez le droit et le devoir, le pouvoir de rentrer tranquillement à la maison en écoutant France Maghreb 2 et le grand forum avec ces trois messieurs ici autour de ce plateau. Je sais, l'égalité n'est pas respectée, en tout cas pour aujourd'hui. Alors, on va parler de l'Algérie parce qu'il y a une espèce de bras de fer. Je sais pas si on peut ainsi un bras de fer, mais il y a eu à l'initiative de l'armée algérienne la tenue d'une élection présidentielle qui devrait se dérouler le 12 décembre. Approchant à grands pas, on se demande finalement si vous croyez au déroulement de cette élection présidentielle du 12 décembre, Sofiane. Et sur Twitter, on a lancé la question. Je pense que là, il y a quand même pas mal de favorables en fait finalement à cette élection présidentielle du 12 décembre. Ouais, sur Twitter, mais le peuple est un peu divisé sur cette question. On parle de porte de sortie de cette crise, ou bien de cette révolution, ou bien de ce hirak. Aujourd'hui, face à cette proposition, on n'a rien en face. On a des gens qui parlent de dégagisme, mais ils font partie, eux aussi, des partis qui sont concernés par ce dégagisme. Quand vous avez des partis qui ont contribué au bouteflérisme, qui ont fait partie... ils ont mangé dans la gamelle, quoi. Voilà, mangé dans la gamelle. Ils ont participé à toutes les élections qui antérieures. On a vu des gens élus au sein de ce Parlement, qui étaient députés ou présidents de certains partis. Aujourd'hui, ils disent dégagez tous. Mais vous faites partie des gens qu'on appelle à dégager. Sauf que pour une solution politique, avoir une élection avec une transparence totale et d'avoir des gens qui vont être élus sur des programmes, je pense que c'est la meilleure de manière à accompagner cette transition, au lieu d'aller faire des nominations, je sais pas par qui, vers une constituante où on voit les dégâts que ça fait en Tunisie, en Libye. On est à 9 ans et Yasser il nous parle encore de transition en Tunisie alors qu'il y a 2 élections de présidentielles. Voilà, moi la constituante, moi à titre personnel, j'étais contre dès le début. Aujourd'hui, contre par principe ou contre les risques qu'il peut y avoir. Contre le risque, et en même temps, malheureusement avec le bouteflérisme, il y a une désertion totale sur la scène politique que des gens aujourd'hui, aujourd'hui on nous a même pas expliqué comment ils veulent faire la constituante. Est-ce que c'est par nomination, par des élections? Les gens même qui sont pour une constituante, ils étaient derrière la candidature de Guidiri par exemple. Ils ont fait partie de la campagne électorale. Et aujourd'hui ils te disent non, on fait aucune élection, on doit aller vers une constituante. Mais comment? Pour gagner du temps, oui. Pour gagner du temps. Et surtout quand on voit le contexte régional et contexte international où tout est en train de changer, tout est en train d'être bouleversé, il nous faut une certaine stabilité, mais avoir un regard différent. Sofiane, en fait, moi j'ai une question là-dessus, dans ce sens-là. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas avoir déjà un président qui fait de figure
figure de leadership moral et accorder un certain temps pour des législatives. Ça veut dire accorder 1 an ou 2, le temps que les doléances remontent et qu'on sache vers quoi on va. Ou même si on a un président de la République qui vient avec un agenda pour cette transition et qui soit élu, qu'il y ait une certaine légitimité afin de faire ce qu'il a envie de faire. Il ne peut rien faire de toute façon. Si c'est pour être président et avoir un deep state qui encore tient les rênes, mais demain, si tu as une élection par exemple et un président qui te dit dans 3 mois j'aurai des élections législatives et je vais 3 mois de toute façon c'est trop court. D'accord. 6 mois s'il veut, il va choisir son agenda, il va être contrôlé sur ses faits. Aujourd'hui, si je vais vers une constituante avec un système nominatif, il n'y a aucun contrôle populaire et c'est une manière de mettre hors jeu le peuple. Alors que le peuple appelle à l'appliquer l'article 7 et 8, il ne peut l'appliquer qu'avec des élections et avec... Dans ce cas-là, il vaudrait mieux avoir un président qui apporte une stabilité, une légitimité. Voilà, on serait-ce que voilà un point, on sait qui est en charge, mais en même temps d'accorder 1 an ou 2 pour qu'il y ait... Bien sûr, on est en période de transition actuellement. Constituante pour faire émerger des élections législatives, mais au moins que les doléances remontent. Tout à fait. Monsieur Louati, permettez que je pose une question. Non. Si. Moi, j'ai un truc qui m'étonne. Tout à l'heure, Khaled en parlait dans sa chronique à propos des comment dirais-je, des leaders politiques qui sont en prison. Ils s'en offusquaient, Khaled est à bonne ou à tort, je ne sais pas, c'est pas là le propos. C'est pas des dirigeants, c'est des militants politiques. Oui, des militants politiques, pardon, voilà, des militants politiques. Pourquoi on était tous ravis au début des manifestations de mettre tout le monde en prison, tous ceux qu'on appelle à dégager. À quel moment, Sofiane, est apparue une espèce de contestation de quelques leaders qu'on a mis en prison et qui a un peu gêné une certaine partie de la population? C'est une question. Ouais, mais ma question elle est précise, donc ça nécessite une réponse précise. Non, moi, à titre personnel, on était tous unis vers tous les gens qui ont participé à ce mouvement de contestation. Ils étaient tous unanimes sur le départ de Bouteflika et de le non au 5e mandat. Après la continuité du 4e mandat, ou bien une transition qui allait être gérée par Saïd Bouteflika, qui à travers l'Akhdar Ibrahimi et l'Amtal Mamra à l'époque. Sauf que par la suite, on a vu que Saïd Bouteflika voulait refaire un autre gouvernement, vraiment ramener un nouveau gouvernement et destituer Gaïd Salah et d'aller dans une transition vers une constituante, etc. Aujourd'hui, le Hirak, dans les dernières semaines, est en train de vraiment de demander ce que Saïd Bouteflika voulait appliquer, à savoir un dégagisme d'Ahmed Gaïd Salah, qui a mis la main dans la main du peuple afin de l'accompagner dans ses réformes. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, une partie du peuple ne fait pas confiance à l'armée. Pourquoi? Je sais pas. Et si tu me parles quoi? Tu sais pas, Sofiane, pourquoi on fait pas confiance à l'armée? Non, l'armée en elle-même, au Gaïd Salah ou l'armée? Non, on parle de l'état-major, évidemment. Voilà, tu as parlé de l'armée. Parce qu'aujourd'hui, qui garde la porte de la caserne, on parle de l'état-major. Non, l'armée nationale, l'armée de libération nationale, c'est elle qui a fait l'Algérie. Aujourd'hui, un pouvoir au sein de l'armée, je suis tout à fait d'accord. Il y a une institution, c'est la seule qui reste debout en Algérie, on veut la battre. Cette seule institution qui reste debout, cette institution qui a montré une bonne foi depuis le début du Hirak, tu vas pas me contredire, qu'elle a accompagné le mouvement. On a vu même le général Guidiri. Est-ce qu'elle n'a pas instrumentalisé le mouvement pour des règlements de compte internes? Interne, aujourd'hui au Ch'ti, le peuple avait des comptes à rendre, à régler avec certains généraux. Est-ce que tous les généraux qui étaient présents à l'état-major sont encore présents maintenant que l'armée s'est soi-disant liée avec le Hirak? Aujourd'hui, j'ai pas compris exactement. En fait, c'est que est-ce que l'armée ne s'est pas servie du mouvement des Hirak pour liquider justement certains généraux et les écarter? Mais pour le moment, elle va dans le sens des contestations. Voici vos. Mais pour le moment, l'armée, elle est en train d'exaucer les demandes de la population. Parce quand vous avez des gens comme Saïd Bouteflika ou Guidiri a dit clairement, a lancé un défi à Gaïd Salah. Si tu peux arrêter Saïd Bouteflika qui avait le cachet de la présidence, tu peux nous emmener tous en prison. On a certains oligarques qui sont étroitement lié avec l'état profond, et c'est pour cette raison que me parle Christophe m'a posé cette question. C'est à partir de l'emprisonnement de Rabrab en particulier, on a commencé à parler d'Arabes et de Berbères et de Kabyles particulièrement. Aujourd'hui, ils ont dit comment se fait-il que vous avez arrêté Ali Haddad et vous avez laissé les Kouninef et les Rabrab? Ils ont été arrêtés. Après, on a dit pourquoi vous avez pas arrêté les hommes politiques qui étaient derrière tout cela? C'était les premiers ministres, Sellal et Ouihya. Après, on a dit pourquoi vous avez pas arrêté les grands patrons de l'Algérie, à savoir Rabet Zahir, le général Toufik, Tartag, et par la suite, tous ces gens-là sont en prison. Il y a certains qui ont fui, comme le général Nazar. Il y a d'autres qui sont encore à la recherche, comme Belkser et compagnie. Mais depuis le début de ce mouvement, nous avons vu
que l'armée n'a fait que exaucer à travers la justice. Maintenant, si on a des doutes, on aura toujours des doutes parce qu'on est vraiment animé. On peut pas nier le passif de l'armée algérienne. Tout à fait, mais sauf qu'on n'est pas face à la même direction de l'armée qui a tiré sur la population en 2001, qui a tiré sur la population en 91, sauf que cette nouvelle direction, elle a dit, elle s'est engagée devant Dieu, devant le peuple, qu'il n'y ait aucune goutte de sang qui sera versée dans et pour l'heure, c'est, j'allais dire, réussi. Khaled, dans un instant, ton avis sur l'Algérie. En une réponse oui ou non, Sofiane, il y aura élection le 12 décembre? Moi, je pense à 99%, il y aura des élections, sauf si on veut aller vers l'état d'exception, l'état d'urgence. Les gens qui ne veulent pas voter, ils ont tout à fait le droit de ne pas aller voter. Sauf que ceux qui veulent s'opposer à ce qu'il y ait des gens qui veulent, qui ont choisi les élections qu'on porte de sortie de cette crise, je pense qu'ils auront à régler leur compte. Dans un instant, Khaled qui va s'exprimer là-dessus et le quiz aussi. Ah, j'attends ce moment avec impatience, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Quel plateau aujourd'hui, hein. Yasser Louati, Sofiane Lakhdari, Khaled Simohan. Khaled qui est resté silencieux, attentif. Il a écouté, il a scruté, il a repéré. Et Khaled, il va sortir les scuds là maintenant, hein, mon cher Khaled, sur l'Algérie. D'abord, est-ce que tu crois à une présidentielle pour le 12 décembre? Je vais peut-être te décevoir. J'ai pas de scud à lancer, mais je voudrais quand même commencer par revenir sur ce que disait Sofiane concernant ma chronique. J'ai pas fait d'analogie, hein. J'ai pas fait d'analogie parfaite entre ce qui se passe entre l'Égypte et l'Algérie, hein. Je constate simplement qu'effectivement pendant, on va dire, les 6 premiers mois du Hirak, l'armée, les forces de sécurité et la police ont fait preuve d'une retenue extraordinaire. Il faut le reconnaître, hein. Je veux dire, la police algérienne et l'armée, la gendarmerie ont été beaucoup moins violentes que la police française dans sa répression. Les gilets jaunes. Ou espagnol aujourd'hui en Catalogne. Oui, c'est chaud. Donc c'est vrai. Mais il en demeure pas moins que là aujourd'hui, il y a une intensification de la répression. Il y a des arrestations de plus en plus brutales, de plus en plus nombreuses. Alors, alhamdoulilah, tant mieux, quoi. Je veux dire, on n'arrête pas le petit peuple quand même, Khaled, hein. Les forces de l'ordre n'ont pas ouvert le feu sur la foule, mais le nombre d'arrestations est croissant. Je veux dire, chaque jour, il y a de plus en plus de gens qui sont arrêtés. On entend aussi un écho sur la manière dont ils sont traités dans les commissariats, dans les prisons, qui est pas très, enfin bref, c'est pas de l'hospitalité. On a entendu cette rumeur sur Karim Tabou qui a eu un démenti de son propre avocat, c'est-à-dire Boucher Bouchachi. Sur ce cas-là, exactement. Bon, tant mieux, tant mieux. Et tant mieux, heureusement. Si c'est le cas, tant mieux. Bon, élection ou pas, Khaled? Pour revenir, justement, c'est pour ça que, pour moi, c'est un argument supplémentaire pour dire que non, c'est pas un contexte serein pour organiser des élections, pour aller vers un scrutin présidentiel. Qu'est-ce qu'on fait en restant en statut quo? Franchement, je sais pas. Moi, je suis l'état d'exception, Khaled. Mais je veux dire, confier l'organisation des élections à un type comme Bédoui, c'est confier les clés du poulailler à un renard. C'est là l'erreur, Khaled. Les clés du poulailler à un renard. Pardon, Khaled, mais là l'erreur, c'est pas Bédoui qui va s'en occuper, c'est la commission indépendante. C'est présidé par M. Chorfi, qui est un ancien ministre de la Justice, qui a démissionné contre le 3e mandat de Bouteflika. Il y a eu cette commission qui a été organisée à l'appel de l'armée, à une demande d'aller dialoguer entre vous, et venez avec vos doléances et nous appliquerons. Ces gens-là ont refusé le dialogue, y compris avec le pouvoir, je peux l'entendre, mais un dialogue au sein même des partis politiques et des différentes personnalités, ils ont refusé tout ce qui a été demandé. Et on veut pas d'élection à la fin. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un pays vraiment avec la crise économique. On veut mettre le chaos, quoi, non? Voilà, le chaos absolu. J'en sais rien, en tout cas. Voilà, en tant que responsable, moi, pour le moment, pour vous rassurer, pour te rassurer, Khaled, pour le moment, il n'y a aucun candidat qui me plaît, moi, à titre personnel. Je ne vois, il y a 150 ou 140 personnes qui ont retiré leur dossier, mais je trouve que pour réformer le pays ou aller vers les doléances que demande le peuple depuis des semaines, ça ne peut se faire que d'avec la légitimité populaire et ce président. Parce que là, la question qui se pose, c'est est-ce que l'Algérie ne manque pas de plateforme pour qu'émergent des candidats légitimes? Aussi bien au sein de la presse qu'à travers les associations, qu'à travers... Khaled. Parce que des candidats, excuse-moi, juste pour finir, Christophe, dans ces conditions-là, c'est que la porte est ouverte à un nouveau démagogue. Mais qui va être... Un Trump algérien, c'est possible. Oui, bien sûr. Si maintenant il y a chaos, il y a incertitude, il va venir avec des promesses. La Tunisie... Mais sauf que cette fois-ci, il y a le peuple qui est présent et qu'on appelle à qu'il... Mais il n'y a pas les plateformes justement pour qu'émergent naturellement des candidats légitimes. Donc Khaled dont le parcours est reconnu,
Alors Khaled, tu as bien compris, pour l'instant t'es pas dans ce contexte d'organiser des élections présidentielles, on a bien compris ton propos. Est-ce que quand même tu peux admettre que au début des manifestations du Hirak au mois de février, il y avait des millions de personnes dans les rues d'Alger et d'Algérie, pardon. Aujourd'hui, on tente de nous faire croire qu'il y a autant de millions. C'est pas vrai, c'est faux. Je veux dire, le Hirak d'hier, c'est pas le Hirak d'aujourd'hui. Il a un peu changé de visage. Quand on dit on, tu parles de qui Je parle de tous ces gens qui influent sur les réseaux sociaux. On parle de Magharibiya, on parle de Al Jazeera, qui opèrent et qui parle de millions et qui nous font croire que chaque vendredi il y a des millions de personnes dans les rues d'Algérie. Il y a toujours des gens, certes, c'est vrai, mais on a quand même baissé en intensité. Khaled. Ça, je sais pas. Bon, franchement, j'ai pas de réponse à ça parce que moi, nous, on a les vidéos. Maintenant, ça se contente dans certaines grandes villes à l'Algérie. Il y a des, par exemple, moi, je parle de la ville d'Oran, sur une ville de 2 millions d'habitants. Il y a des manifestants chaque vendredi ou chaque mardi, c'est un peu moins. Mais le vendredi, on parle de 3000 à 5000. Il y a des étudiants qui sont assez âgés, d'ailleurs, sur les vidéos, hein, c'est marrant. Mais bref, après, ça va être soutenu. Non, il faut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui manifestent. Loin de là, il y a des gens, même qui sont contre les élections et qui ne manifestent pas. Ouais. Sauf que maintenant, malheureusement, en l'absence de propositions de leur part, ça décrédibilise absolument leur mouvement. Maintenant, sortir, c'est devenu un folklore où on sort, on insulte l'armée, on dit les généraux à la poubelle. Ce n'est plus Gaïd Salah dégage. On parle de gens, le Hassin, il y a le Boulis, il y a le Moustache, il y a le Hassan Rangeuse. On insulte complètement les policiers. Et après, on va demander. En tout cas, moi, je partage ce sentiment de défiance vis-à-vis de l'état-major militaire. Je veux dire, ils sont aux commandes depuis 60 ans. Ils ont ruiné le pays. Ils ont ruiné le pays. Ils l'ont mis en coupe réglée. C'est une oligarchie. Et puis, c'est vrai que moi, je partage aussi cette méfiance, qui confine peut-être à la paranoïa vis-à-vis de toutes les manœuvres en provenance de l'état-major, parce que, comme je l'ai déjà dit et même écrit, je veux dire, le régime algérien, il est d'une intelligence absolument machiavélique. C'est-à-dire que c'est un virus qui mute en permanence et qui a une capacité de régénération et d'adaptation qui est extraordinaire. Extraordinaire. Il s'est adapté au libéralisme, il s'est adapté au socialisme, au socialisme bureaucratique, il s'est adapté à la guerre contre le terrorisme. C'est un régime d'une intelligence inouïe. Par conséquent, accorder la moindre confiance à quelques partis venant d'état-major, en ce qui me concerne, c'est non. Alors peut-être que c'est une attitude qui est tout sauf constructive. Moi, je prétends pas du tout que ce que je suis en train de dire va aider à trouver une solution. J'ai pas de solution. Très franchement, j'ai pas de solution. Mais en tout cas, toute solution qui viendrait de l'état-major militaire, pour moi, malheureusement, l'absence de proposition de sortie de crise de la part des politiques, il n'y a pas eu. Malheureusement, on n'a rien eu. On s'est retrouvé maintenant à attendre un discours de Ahmed Gaïd Salah pour avoir la feuille de route de sortie. Aujourd'hui, malheureusement, depuis le début, c'était la feuille de route proposée par l'état-major. En face, on n'a rien eu. On n'a eu que du refus, du rejet, en plus de la méfiance. Malheureusement, on peut pas tenir un pays avec cette attitude-là. Aujourd'hui, on a bien vu que le peuple algérien, des millions d'Algériens sont sortis. J'ai du mal à y croire que ce même peuple qui est sorti et qui a défié le bouteflikerisme, aujourd'hui va faire partie de gens qui vont truquer les élections. J'ai du mal à voir une déclaration d'un homme politique avec la méfiance, avec Facebook, avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle d'istimarat, c'est-à-dire les signatures. On a du mal à en avoir parce qu'il n'y a plus le trafic qu'il y avait avant. Il y a pas mal de responsables dans certaines mairies qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés. On n'en parle pas de ces gens-là qui ont fait vraiment... Un mot sur les églises, là. Apparemment, il y a des fermetures d'églises en Algérie. On parle de plus de 12 églises attises dans l'évangéliste protestantes, mais c'est des églises non déclarées, hein. C'est des églises clandestines, de même titre qu'il y a certaines mosquées qui ont été fermées ici en Occident. Non, ça c'est de la mauvaise foi, Sofiane. Bon. Déclaré, bah oui. Mais on peut pas laisser une église non déclarée exercer comme ça clandestinement. Mais pourquoi ils vont pas faire une demande? C'est un état de droit. Maintenant, soit on fait une demande. Il y a des églises, Notre-Dame, non, pas du tout. Sacré-Cœur, Notre-Dame d'Alger, il y a plein d'églises et plein d'archevêques en Algérie déclarés. Maintenant, je trouve vraiment malsain de certaines églises qui ouvrent clandestinement et qui véhiculent un discours évangéliste. Ah, ok, là on y est, d'accord. On a retrouvé d'ailleurs des stocks de bananes. Là, on y est, je parle de ce cas-là. C'est intéressant. Donc c'est pas parce que c'est des églises qui sont pas du tout. C'est pas ce qu'il a dit, C'est pas ce qu'il a dit. C'est pour le discours qu'il a dit. Non, déjà, ils sont pas déclarés, alors qu'ils ont une obligation
de déclarer l'ouverture d'une église et en même temps le discours qui est véhiculé. On a retrouvé des stocks de Maintenant, bananes. on veut un état de droit. C'est ça la schizophrénie de certains qui sont au sein de ce Hirak. On demande un état de droit et en même temps, quand on ferme des églises clandestines, on est contre. Maintenant, il faut qu'on sache, est-ce qu'on veut réellement. Après, on demande la libération de certains hommes, certaines femmes. Voilà, vraiment, c'est une violation de la liberté de conscience. C'est votre, c'est une violation de la liberté de conscience. Voilà. Maintenant, si on a une mosquée clandestine qui ouvre, je te dis, les gens vont la fermer et dans leurs droits, ici, en Occident, en France, comme on a vu certaines mosquées. Voilà. Khaled, il est de mauvaise foi ou pas notre ami Lakhdari alors? Oh là. Hein? Oui ou non? Non. Non. Hein? Je reste un garçon consensuel. Bon, très bien. J'aime ça. Merci en tout cas à tous les trois. Et du tout, vous êtes des malins tous les trois là. Je vous ai repéré. Hein. On va gagner du temps. On va parler pour éviter le quiz. Hein? Pourquoi un petit malin? Parce que vous avez évité le quiz là. J'ai plus le temps. Ça y est, je suis en retard moi. Voilà, je peux plus faire de quiz. C'est toi qui as majoré ton émission. C'est pas vous. Il nous a fait du Yves. Il nous a fait du Yves Tréhard. Il nous a fait de Galzi. Hein. Merci Yasser Al-Wati. Merci Sofiane Lakhdari. Merci Khaled Simohan. Tu reviens Khaled, hein? C'est bon, t'es bien, t'es à la maison là. Ouais, je reviendrai. Ouais, ça va. Un peu plus d'enthousiasme, ce serait quand même très pas. J'ai passé l'épreuve du feu. Bon, très bien. Merci à tous les trois. Rendez-vous demain sur France Maghreb 2 pour la dernière. Il est 18h01. Merci d'écouter France Maghreb 2, le journal de Sophie Tarrance pour l'actualité de ce jeudi soir. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. On n'y croyait plus, mais un accord sur le Brexit a été trouvé. Emmanuel Macron se dit confiant mais prudent, et il a raison, puisqu'il reste encore tout un tas d'obstacles avant que le dit accord ne s'applique. Édouard Philippe va mouiller la chemise. Ce soir, le Premier ministre sera face aux citoyens pour parler des retraites. Une réforme qui fait grincer tellement des dents que le gouvernement pourrait bien sortir un plan B du chapeau. Et puis, le blob arrive aux eaux de Vincennes. C'est quoi, au juste? On vous l'explique. Le divorce se fera donc à l'amiable. Union européenne et Royaume-Uni sont parvenus à un accord sur le Brexit. Un texte juste et équilibré pour Jean-Claude Juncker, un très bon accord pour Boris Johnson. Emmanuel Macron lui a réagi à Bruxelles. Il convient de passer les prochaines étapes et instruit par le passé, il faut rester raisonnablement prudent. Cet accord permet, je crois, de répondre aux préoccupations politiques, techniques qui étaient à la fois les nôtres et celles des Britanniques. Il y aura ensuite des éléments de ratification évidemment à prendre au Parlement britannique et européen et c'est à ce moment-là que les choses pourront être finalisées. Mais à ce stade, on ne peut être que satisfait en tout cas que les négociations aient pu aboutir à quelque chose de positif, répondre aux préoccupations et je veux à nouveau remercier nos négociateurs et tout particulièrement Michel Barnier pour cela. Emmanuel Macron satisfait mais prudent tout de même. Il reste encore plusieurs étapes à franchir avant que le Brexit ne soit validé. Marie Dompère, c'est encore loin d'être gagné. Oui, Theresa May en a fait la douloureuse expérience. Son accord a été rejeté 3 fois par les députés avant d'être abandonné. Et c'est bien l'obstacle des députés qui s'annonce le plus difficile à franchir. Ce sera samedi, vote au Parlement. Il faut obtenir la majorité des voix. Or, la majorité, Boris Johnson ne l'a plus. Et certains partis, notamment le parti unioniste nord-irlandais, ont déjà fait savoir qu'ils voteraient contre. Si malgré tout le texte était approuvé, il devra être validé par chaque pays de l'Union. Ça va prendre du temps et il ne reste que 10 jours avant le D-Day. Ensuite, il y aura la période de transition au moins jusqu'à la fin 2020. Ça voudra dire encore des négociations. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler du Brexit. Oui, pour autant, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, l'assure. Si l'accord est validé, il ne remettra pas en cause la date du divorce prévue, elle, le 31 octobre prochain. Mike Pence est ce soir en déplacement à Ankara. Le vice-président américain va tenter d'arracher un cessez-le-feu pour mettre un terme à l'offensive turque contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Pour l'instant, Recep Erdogan ne veut rien entendre. Une offensive lourde de conséquences, notamment sur l'activité de Daesh en Syrie. L'État islamique annonce avoir libéré un certain nombre de femmes détenues par les forces kurdes après avoir mené une attaque près de Raqqa. Le président syrien Bachar al-Assad promet de répondre à l'agression turque par tous les moyens légitimes. Au tour d'Édouard Philippe de monter sur le ring dans le dossier sensible des retraites. Le Premier ministre est ce soir dans le Jura à Lons-le-Saunier pour un débat sur cette réforme à venir. Débat avec des parents d'élèves et en présence de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire en charge des retraites au gouvernement. Édouard Philippe abordera-t-il la possibilité d'un plan B dévoilé dans la presse hier?
Rien n'est moins sûr, mais il semble pourtant, Elsa Ruot, que le gouvernement réfléchit sérieusement à infléchir sa réforme. Oui, c'est un texte envoyé aux partenaires sociaux et dévoilé par le journal Les Échos qui semble dessiner une nouvelle option. Option qui concerne non pas le fond du texte, mais la date de mise en application. La réforme devait concerner la génération née après 1963 et s'appliquer à partir de 2025. Parmi les pistes en concertation, repousser sa mise en œuvre à des salariés plus jeunes, voire même beaucoup plus loin encore, seulement pour les nouveaux entrants sur le marché du travail. Augmenter cette période de transition pourrait permettre de déminer ce dossier explosif et décourager les opposants à descendre dans les rues, eux qui ne seraient donc plus directement concernés par cette réforme. Une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites est d'ores et déjà prévue pour le 5 décembre prochain à l'appel de 8 organisations. Dans l'actualité également, une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nantes après la méprise sur Xavier Dupont de Ligonnès. Ça fait suite à l'interpellation la semaine dernière d'un retraité français sans histoire par les policiers écossais. Un homme confondu à tort avec Xavier Dupont de Ligonnès, père de famille soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses enfants en 2011 avant de disparaître. De nouvelles accusations contre Nordal Lelandais, l'ancien maître chien déjà soupçonné du meurtre de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer, est visé par une nouvelle plainte par la famille de Thomas Rochelobe, un jeune homme de 18 ans retrouvé mort en 2015 en Savoie au bord d'une rivière. L'enquête avait conclu à un accident. Enfin, ça n'est ni une plante, ni un animal. Le blob débarque ce week-end au parc zoologique de Vincennes, le premier du monde à accueillir cette espèce. Il s'agit d'un organisme apparu il y a 500 millions d'années, avant même les dinosaures. Une masse spongieuse jaune qui s'alimente elle-même et peut mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Une forme de vie quasi immortelle. Voilà pour ce qu'on pouvait retenir de l'actualité. Bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.